Bonjour, bienvenue à Vidange. Cette semaine, nous avons la chance de recevoir professeure agrégée à l'École de politique appliquée, Isabelle Lacroix. Comment allez-vous, Madame Lacroix? Ben moi, ça va très bien. J'espère qu'il en va de même pour vous. Il en va de même, et vous, M. Champagne? Ça va très bien, ça va très bien. Une très belle journée. Donc, on va juste commencer par une petite présentation pour nos auditeurs, parce que nous, on sait vous êtes qui, mais eux, ils ne savent pas nécessairement. Donc, comme je l'ai dit, vous êtes professeur agrégé à l'Université de Sherbrooke depuis 2017. Mais avant ça, vous avez été professeur adjointe, professeur d'enseignement et chargé de cours. Ouais. Et ce, en plus d'avoir complété votre baccalauréat ici, à l'Université de Sherbrooke. Je suis un pas pire produit de l'Université de Sherbrooke. J'ai fait mon bac ici. En fait, je suis officiellement la première diplômée du baccalauréat multidisciplinaire cheminement en politique appliquée. J'aime ça le dire. Ben oui, il faut. Voilà, la première et seule de ma cohorte, d'ailleurs, faut le dire. Et ensuite, je suis allée faire ma maîtrise à l'Université de Montréal et je suis revenue faire mon doctorat ici à l'Université de Sherbrooke, mais en gestion de l'éducation cette fois-là, pour ensuite devenir chargée de cours à l'École de politique appliquée à partir de 2001. J'ai occupé des fonctions de professionnelle aussi à l'École de politique appliquée à partir de 2001. Je suis devenue professeure en 2008 et je suis professeure depuis ce jour et je me considère comme privilégiée. Magnifique. Et le baccalauréat, c'était en 1999. Exactement, que j'ai diplômé. Donc, on vient de changer. C'était dans un autre millénaire. L'année de ma naissance. Ah, c'est vrai. Ben, écoutez, Moi, je vais y aller. De l'an 2000, malheureusement. Donc, Ah ouais, on n'est même pas dans le même millénaire. non, Quel dommage. même pas. Quel Non, dommage. 20 ans de différence, exactement. Mais comme les vous l'avez études. mentionné, vous êtes un produit de l'Université de Sherbrooke et vous avez été le premier visage que moi et Alexandre nous avons vu Juste dans nos cours. Alex, c'est juste... Alex, oui. C'est vrai? Alexandre. C'est vrai? Oui, parce que vous Ouais. avez été notre enseignante, notre enseignante, notre professeur en Paul 101, Oui. en politique Exact. canadienne et québécoise. Je ne sais pas si c'est parlementarisme canadien. Non, vous Parce que l'aviez le bien, livre, je politique pense, c'est canadienne et Parlement. québécoise. Oui, C'est le ça. livre obligatoire, mais le C'est ça. cours s'appelle La politique canadienne et québécoise. Oui, C'est tout ça. à Fait fait. que, oui, vous avez été notre professeur dans ce cours-là. Puis, je me rappelle, on avait fait notre simulation parlementaire. Là, je ne vais pas retourner là-dessus parce que je suis toujours en train de revenir là-dessus. Mais on avait fait notre à l'époque, il y avait, j'imagine, des simulations parlementaires Systématiquement. avant la COVID. Systématiquement. On avait été les membres du Parti conservateur de l'époque. Et au fond, j'avais Simon, mais On regarde de beaux souvenirs. j'en regarde de très bons souvenirs. Donc, oui, c'était un très bon cours. Mais effectivement, j'ai fait très cette enrichissant. simulation-là tous les ans que j'ai donné ce cours-là. Même en 2021, quand j'ai essayé à l'automne de le donner, malheureusement, la simulation s'est tenue en ligne, ce qui était... Différent. Oh, on va aller à pas le fun. Ouais, on va se le c'est ça. permettre. C'est-à-dire que c'est pas comme ça qu'on peut vraiment atteindre les objectifs de l'activité. Dans le contexte, là, on a fait qu'on le pouvait. mieux possible, puis les étudiants ont, dans le contexte, fait un très bon travail. Mais c'était pas ça l'objectif. J'imagine. Il y a eu beaucoup de cours, je crois qu'en général, ça a été un peu le constat là, qu'on a fait chacun de notre mieux, mais que... C'est ça. Mais bon. Mais bref, Mais de check ça. parler de... Ouais, En vas-y. temps de pandémie, on a plus le temps de lire. Ben oui. Ce qui nous amène à notre premier sujet, qui est un de vos champs d'intérêt d'ailleurs, qui est la science-fiction et l'analyse de la science politique à travers des œuvres de science-fiction. Ouais. Vous avez notamment écrit un livre avec la professeure Karine Prémont qui s'appelle D'Asimov à Star Wars, représentation politique dans la science-fiction. Et plus récemment, vous avez écrit un livre en coécriture, je peux dire ainsi, avec d'autres professeurs sur Dune, qui s'appelle Danger actuel de l'œuvre forte de Frank Herbert, Les enseignements de Dune. Oui, exactement. C'est vrai, 2 ouvrages collectifs que j'ai co-dirigés ou dirigés dans le cas du premier et du second, et où j'ai eu la chance d'avoir autour de moi des collègues qui avaient aussi peu peur d'appréhender des objets aussi peu fréquentés dans le monde francophone, parce que chez les anglophones, l'usage de la culture populaire en général et de la science-fiction se fait de façon plus fréquente. Encore que c'est pas... je veux dire, on est loin de la popularité des études électorales quand même, là, mais c'est plus fréquent dans le monde anglo-saxon, aux États-Unis, même en Angleterre, que si on compare avec le monde francophone. Tout à fait. Ben moi, j'ai peut-être une petite question par rapport à ça, justement, parce qu'au début de cette œuvre-là, Les enseignements de Dune, je me souviens plus du titre, comment il dit Exactement ça, Les enseignements de Dune. Oui. En tout cas, bref. Vous disiez justement, ben j'ai même la citation, parce que Allez. vous disiez que vous souhaitiez poursuivre ce travail en français cette fois, puis de la manière que c'était écrit, j'avais l'impression que justement vous spécifiez justement le fait que ça soit en français cette fois, en sous-entendant que justement habituellement ça se fait beaucoup en anglais. Et puis, ben justement, vu
vu qu'il y a beaucoup de choses qui se font en anglais sur ce genre de thème-là, puis que j'imagine qu'il y a beaucoup plus d'audience en anglais, puis qu'il y a peut-être un livre sur un thème comme celui-ci, au moment où est-ce qu'en plus, notre cher Denis Villeneuve-National nous ressort une adaptation cinématographique incroyable, on y reviendra, je me dis, ça aurait peut-être pu vendre plus d'exemplaires si ça avait été une version en anglais. Déjà, je ne sais pas si ça a été traduit dans d'autres langues, je ne sais pas si il y a une intention de faire ça, mais dans tous les cas, pourquoi en français, puis pourquoi c'est si important pour vous, puis avec les personnes avec qui vous avez travaillé, de le faire en français cette fois-ci? D'abord parce que nous étions tous des professeurs francophones, des professeurs et des professeurs francophones. Même si un collègue travaille à l'Université d'Ottawa et qu'il travaille essentiellement en anglais dans son secteur, il s'agit d'un ingénieur, là, c'est le doyen de la faculté de génie à l'Université d'Ottawa. Bref, on était tous des francophones, que notre mouvement naturel, on avait envie de parler aux francophones de cette œuvre-là, de l'œuvre de Dune. On a essayé aussi de voir si on ne pourrait pas avoir des ressources pour faire traduire cet ouvrage-là, parce que exactement comme vous le dites, Dune, il y a quelque chose qui va au-delà du monde francophone. D'abord, Frank Herbert, c'était pas un francophone là, à la base. Donc non. Désolé, j'ai peut-être pas mal fait ma recherche. C'est un Américain. Okay. Donc voilà, alors, bref, tout ça pour dire que clairement, il y a des anglophones qui s'intéressent à l'œuvre de Dune et donc on s'est dit probablement qu'on pourrait leur parler à eux aussi, ça pourrait les rejoindre. Jusqu'à maintenant, on n'a pas trouvé les ressources. Puis là, c'est bête, là, c'est des ressources financières. Il y a des gens dans la vie qui sont capables de traduire. Là. C'est pas ça qui manque. On cherche les gens. Si quelqu'un nous écoute et qui parle l'anglais. Quelle ressource difficile à trouver. mais donc, oui. Ceci étant dit, c'est vrai qu'on avait envie de parler, puis dès le premier ouvrage avec d'Asimov à Star Wars, on avait envie de parler aux francophones de ce qui se passe dans l'univers de la science-fiction. Parce que l'accès au savoir en français, je comprends qu'on demande aux universitaires de bien maîtriser l'anglais, puis que dans certaines disciplines, on ne travaille qu'en anglais. Je le comprends. Mais de diffuser le savoir en français, pour moi, c'est aussi important. Je le fais dans ma recherche plus classique. Je diffuse en français, pas uniquement, mais majoritairement. Dans un cadre comme celui-là, je trouvais que c'était important aussi. Parce que ça saute aux yeux un peu, parce que là, on l'a acheté, votre ouvrage, pour le lire, et on remarque que les notes de bas de page auxquelles vous faites référence, par exemple, à des études antérieures qui ont été faites sur Dune, c'est quasiment tout en anglais. C'est beaucoup en anglais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Donc, les anglophones ont travaillé sur Dune davantage. Puis, évidemment, nous, ce qu'on a cité, c'est ce qui nous était utile. Il faut savoir qu'il y a plus que ça sur l'univers de Dune. Par exemple, dans notre ouvrage, c'est une des critiques qui a été faite à notre ouvrage, d'ailleurs, il n'y a pas de littéraire. Nous, ce n'est pas l'aspect littérature qui nous intéresse, comme le contenu socio-politique, socio-économique qui nous intéressait. Mais donc, les littéraires anglophones, par exemple, ont beaucoup travaillé sur Dune parce que c'est d'abord et avant tout une grande saga romanesque. Moi, je trouve ça intéressant. Puis là, on parlait tout à l'heure justement de votre parcours académique, mais aussi professionnel, qui est comme, en tout cas, dans tous les cas, un peu à l'Université de Sherbrooke. Un peu pas mal, on va se le dire. Ouais. En tout et pour tout, quand même beaucoup. Puis je me disais, juste pour faire du plus un peu là-dessus, à quel point vous, dans votre parcours, justement, il y a eu des moments où est-ce que les œuvres étaient essentiellement en anglais, puis est-ce qu'il y a eu comme justement quelque chose, un enjeu par rapport à ça dans votre parcours, de se dire, bon, il n'y a pas souvent d'œuvres en français, alors que pourtant... C'est parce que moi, je le vois sur, par exemple, du contenu, ne serait-ce que justement des podcasts, des choses comme ça, sur de la politique ou des enjeux, là, comme on va discuter aujourd'hui, qui sont très accessibles en anglais. Les Américains ont encore beaucoup d'initiatives sur ce côté-là, mais on dirait que dans la francophonie, il y a comme pas autant d'initiatives. Il y en a peut-être un peu en France, mais vraiment pas beaucoup au Québec. Puis même, en tout cas, au niveau pour la grandeur qu'a la francophonie, là, toute proportion regardée, il n'y en a pas beaucoup. Il faut savoir que quand on regarde la science politique prise globalement, là où le développement de la discipline s'est beaucoup fait, c'est aux États-Unis. C'est vraiment les Américains qui ont fait progresser la science politique. Les Français aussi l'ont fait, mais ils l'ont fait d'une façon plus théorique, je vous dirais. C'est les Américains qui vont amener le courant empirique très, très fort de la science politique, qui aujourd'hui est vraiment dominant. Le courant empirique des études quantitatives, mais aussi, tu sais, quand on pense à ce qui a créé les études qualitatives, les enquêtes terrain, c'est l'école de Chicago, qui était au départ sociologique, mais qui a ensuite contaminé toutes les disciplines en sciences humaines et sociales. Ben, tout ça est américain. Donc, je pense qu'il y a ça.
Mais vous me demandez dans mon parcours, bien sûr que dans mon parcours comme étudiante, j'ai lu essentiellement en anglais, d'accord? Parce que les œuvres sont essentiellement en anglais. Puis ça n'a pas été un problème pour moi comme étudiante. OK. En contrepartie, je vous mentionnerai 2 éléments qui ont été, à un moment donné, je suis en colloque à l'Association canadienne de sciences politiques, le colloque annuel qui est organisé. Je pense que je suis à Victoria, en Colombie-Britannique, mais je suis en train de manger avec des Québécois qui ne sont pas de l'Université de Sherbrooke. Donc, je le dis, comme ça, on ne va pas insulter mes collègues. Ce sont des collègues d'autres universités québécoises. Je ne vais pas nommer ni les collègues, ni l'université, parce que vous allez voir, c'est pas la meilleure anecdote sur eux. Mais ça vient pas de Sherbrooke, déjà. Voilà. Okay, bon. Mais, donc, on ne va pas nommer l'université, le collègue, mais on est tous des politologues, d'accord? Et un des grands politologues québécois qui a été vraiment déterminant sur l'évolution de la science politique au Québec, c'est M. Vincent Lemieux, qui est aujourd'hui décédé. Il a été professeur à l'Université Laval. Ça a été un des fondateurs de la science politique moderne au Québec. Et certains de mes collègues qui sont assis avec nous à ce moment-là, qui, je le répète, pas à l'Université de Sherbrooke, une autre université, nous dit « moi, j'ai jamais lu Vincent Lemieux parce qu'il n'a rien publié en anglais. » OK, mais faut attendre une minute, là. Attendez un petit peu, là. Ils sont francophones. Oui, c'est des francophones comme moi, là. Donc, ça a créé chez moi une espèce de sentiment de « attendez un petit peu, là. Je comprends qu'on peut produire en anglais puis qu'il faut le faire parce qu'il y a quelque chose qui est... On dit que la langue de la science, c'est l'anglais. J'ai pas de problème avec ça. Mais là, comme francophone, si on ne s'occupe pas de faire vivre le savoir en français puis de le diffuser en français, bien, qui va le faire, t'sais? Et je me permettrai un 2e commentaire à cet égard-là. Vous savez que depuis le départ à la retraite du professeur Jean-Hermann Gay, qu'on a aussi eu à notre première année. On a vraiment eu genre une très belle première année avant que la pandémie arrive, franchement. Mais bon. Une belle première session. Ouais, et demi. Oui, vous êtes entré à l'automne 2019, vous. Oui, c'est ça. Fait on a eu, je pense, le dernier cours de Jean-Hermann Gay en présentiel complet de A à Z. Exact. Parce que la session d'après, ça a été différent. Il faut dire ça avec émotion, parce que c'est pas rien. Là. Non, certainement. Et vous savez qu'une des choses de magnifiques que le professeur Gay a créé dans sa vie comme chercheur, c'est Perspective Monde. Perspective Monde, qu'est-ce que c'est? C'est la plus grosse banque de données, c'est le plus gros interface dans ce créneau-là qui étudie l'évolution du monde depuis 1945 en français. Il y a des équivalents en anglais, bien sûr, si on se compare avec la Banque mondiale, mais en français, c'est l'espace de diffusion de savoir rigoureux et universitaire le plus important. Voilà. Donc, moi, je pense qu'on a, comme francophone, comme francophone privilégié, là, parce qu'il y a d'autres espaces dans le monde où les universités sont francophones, mais ils n'ont peut-être pas toutes les ressources qu'on peut avoir dans le monde nord-américain. Donc, comme universitaire francophone, je me sens une responsabilité de diffuser du savoir, notamment en français. Bien, ça résonne totalement avec moi parce que, par exemple, il y a un cours dans lequel on écrit des analyses pour Perspective Monde, au cours auquel j'ai participé. Et mon réflexe premier dans ce cours-là, lorsque je faisais ma recherche pour mon analyse, c'était de chercher en anglais. Et c'est un réflexe que je trouve que j'ai développé au fur et à mesure de mon baccalauréat, qui n'était peut-être pas un réflexe que j'avais, par exemple, au cégep ou quand j'ai commencé. Donc, tout à fait. Le monde universitaire est un monde anglophone. Je vis très bien avec ça. Comme je vous dis, là, moi, pendant ma maîtrise, je n'ai lu... puis généralement, je choisissais de lire les Américains parce que l'écriture est tellement direct, c'est des gens empiriques, c'est des gens qui vont droit au but, c'est des gens qui... Bon. Ouais, en français, ça peut... Moi, pour avoir justement fait mes études collégiales en littérature et théâtre, puis moi, c'était essentiellement en français, je confirme que si on veut s'enfarger dans les fleurs du tapis, il y en a beaucoup qui traînent, puis ils ne demandent que ça. Un bel exemple de ça, Qui gouverne de Robert Dahl, un ouvrage fort, un ouvrage classique. Quand on regarde la version anglaise, elle fait quoi? Elle fait 250 pages. Quand on regarde la traduction, elle en fait 350, 400. Ben, c'est ça. Voilà. Donc, oui, on peut lire. Oui, il faut lire en anglais. C'est pas juste qu'on peut, il faut. Mais quand on est francophone, on peut aussi faire des choses intéressantes en français. Excellent. Magnifique. Et là, je déboucherai peut-être sur un sujet qu'on avait commencé à aborder, c'est-à-dire la science-fiction. Mais là, je vais commencer avec une question très simple. Pourquoi est-ce qu'on s'intéresse autant à la science-fiction?
J'ai raconté cette anecdote-là à quelques reprises, mais je pense que ça situe vraiment bien. Moi, j'ai commencé à m'intéresser à la science-fiction, à la représentation politique dans la science-fiction, lors d'un souper beaucoup trop arrosé avec des collègues en politique. C'est riche, des fois, en C'est ce comme que ça que peut c'est développer. parti. Puis que le lendemain matin, je me suis dit, OK, c'était drôle, mais ça va rester là. Puis mes collègues me sont revenus en disant, non, mais c'était une excellente idée. Ah, ouais. Bref, c'est vraiment parti de cette idée qu'on était un petit groupe qui apprécions particulièrement la science-fiction. Moi, ça a toujours été le genre artistique au niveau des romans, de la littérature, au niveau du cinéma, au niveau de la télévision, voire au niveau de la bande dessinée qui m'a toujours parlé. Donc, je me suis toujours intéressée à ça, mais en devenant politologue, bien évidemment, on regarde les œuvres un peu différemment. J'avais toujours trouvé ça le fun de le faire, mais je le faisais chez nous dans mon salon. Et là, j'ai trouvé des gens aussi farfelus que moi. Ouais, allons-y comme ça, farfelus. Ben, hein? écoute, Voilà. il en faut. Et ce qui a été vraiment fascinant, c'est la résonance. C'est-à-dire qu'on a découvert qu'on n'était pas les 3-4 seuls à s'intéresser à ça, puis à avoir du plaisir à le faire. Il y a eu une résonance, et donc les choses se sont enchaînées. Ça a commencé par une proposition de colloque. On a organisé un colloque dans le cadre du colloque annuel de la Société québécoise de sciences politiques, et les choses se sont enchaînées. Comme quoi. C'est comme quoi, tu sais. Comme quoi, Ça un part. party. Hein? Oui, voilà. Ben écoute, c'est pour ça qu'on souhaite ardemment le retour des 5 à 8, je pense, franchement, si on peut Pas souligner uniquement l'importance. pour ça, mais notamment pour ça. Non, Oui, tout mais à ne fait. serait-ce que pour ces idées-là qui, des fois, naissent des soirées bien arrosées. Tu sais, des fois, une fleur, il faut l'arroser pour qu'elle pousse. Tu sais, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bref, mais ouais. Et je confirme qu'avant la pandémie, les étudiants avaient un s'arrose. talent d'arrosage. Ah oui, oui, c'est mais ça. bon. C'est... Mais tu sais, est-ce que c'est peut-être pas aussi la science-fiction une curiosité un petit peu morbide? C'est-à-dire que on peut voir à travers la science-fiction des représentations politiques qui existent pour de vrai. Et tu sais, même si des fois c'est un peu dystopique, on peut s'imaginer que ça peut arriver. C'est-à-dire que l'intérêt à mes yeux, parce qu'au-delà du souper, là, On est le lendemain matin, il y a un brunch, puis ça continue. ça ma vie. continue, là. Au-delà de ça, c'est-à-dire que pour moi, c'est devenu véritablement un laboratoire politique, la science-fiction. Vous le savez, comme moi, là, vous êtes des politologues. Nous, on ne peut pas tester des choses sur des vrais gens. D'accord? On ne va pas mettre dans un bocal une société entière puis on va tester des choses. C'est éthiquement, c'est pas possible. Mais de toute façon, en termes de ressources, non plus, c'est pas faisable. La Vrai. science-fiction nous propose ça. C'est-à-dire qu'on a une représentation d'une société X qui est parfois contemporaine, qui est parfois dans le futur, qui est parfois dans le passé. Voilà, je viens de citer Star Wars en passant. Incroyable. Mais donc, et on peut tester des choses et voir comment les gens réagissent à cette proposition-là. Est-ce que c'est souvent dystopique? C'est généralement dystopique en termes de proposition. Mais là, je dis toujours la même chose quand on me dit « Ouais, mais pourquoi il y a plus d'œuvres dystopiques? » Ben, pourquoi il y a plus de chansons d'amour sur les ruptures que sur les grandes histoires d'amour? Ben, parce que les émotions négatives ou tristes ou... ça intéresse les gens. Donc, on aime ça, voir des trucs ou des sociétés où ça va pas bien, puis où, idéalement, là, c'est moi qui parle, il y a des individus qui se relèvent et qui sauvent la donne. Là, ça, c'est mon petit côté. Moi, j'aime ça quand ça finit bien, quand même. Ben oui, l'espoir, c'est ça. Il faut. Mais effectivement, c'est essentiellement dystopique. Et ce que nos auteurs, nos artistes transposent dans ça, c'est ce qu'ils craignent de voir advenir de nos sociétés. Ils vont grossir, ils vont exacerber les mauvais côtés des êtres humains. Et ils vont faire une proposition, une transposition dans la société, puis ils vont dire aux amateurs, puis vous en pensez quoi? Et c'est ce bout-là, moi, qui m'intéresse. Évidemment, il y a des situations, des univers qui sont plus utopiques, qui sont tout aussi intéressants à étudier, parce que les gens vont réagir aussi, les amateurs, mais c'est généralement dystopique. Généralement, une bonne histoire, ça va pas bien. Oui, effectivement. On dirait qu'on aime ça. Bien sûr qu'on aime ça. Parce que si c'était tout est bien qui finit bien, puis dans le milieu, on vous confirme, c'était aussi bien. C'est comme une grosse histoire sans péripéties longue Oui, quand c'est même. ça. Ça accrocherait moins. On va le dire comme ça. Faudrait essayer. Faudrait que quelqu'un essaie cette... Si dans Star Wars, il n'y a pas le côté obscur, on ne sait pas pourquoi on parlerait du côté lumineux. L'empereur, c'était un bon gars. C'était un bon gars. Au final, il y avait c'était un peu nuancé. C'était tout, mais tu sais. Ben c'est ça. C'est même dans Star Trek, qui est un univers très utopique, où on se projette dans une société humaine qui s'est libérée de tous ses défauts. Ben,
ils vont être confrontés, cette belle société-là va être confrontée à d'autres sociétés qui partagent moins les valeurs humanistes mises de l'avant. Donc, il y aura un conflit. Ou alors, il va y avoir au sein de cette même société-là des individus qui ne vont pas se conformer aux grandes valeurs humanistes. Et c'est ça qui va être l'intrigue. Mais même dans une société utopiste, il y a toujours du monde qui dérape. Mais comme dans la vie. Et voilà, c'est ça. Tu sais, veux pas aussi dans l'histoire, il faut qu'il y ait un cheminement du héros. Ben oui. Il faut qu'il y ait des embûches. Sinon, Moi, personnellement, je passe pas une session sans qu'il y ait des péripéties. Fait que je trouverais ça bien plate qu'il y ait genre des héros que... Sont nés comme balade, ça. tout va super, toujours bien. C'est pour ça que je pense aussi, ben là, je vais pas embarquer là-dedans, c'était pas du tout un thème, mais que Superman est moins populaire peut-être que Batman. Batman, on dirait qu'il en arrache plus puis il travaille plus fort pour à la fin de la journée avoir comme sauver le monde. Puisque Superman, des fois, c'est juste souffle un petit peu par-ci, petit coup de regard par-là, bam, on sauve la madame. En même let's go. temps, les deux personnages, leur volonté de contribuer à un monde meilleur vient de la même source. Dans les deux cas, le drame à la base de leur existence, c'est la perte de leurs propres parents. Dans le cas de Batman, Batman va perdre ses parents suite à un crime odieux. Ses parents vont être assassinés devant ses yeux. Ça te casse une enfance, hein? On va se le dire. C'est sûr que ça doit pas te l'admirer. Alors que Superman, sa société, sa planète a explosé, puis ses parents l'ont sauvé en dernière seconde en l'envoyant sur la planète Terre. Donc, c'est pas la même source. On comprend pourquoi il y en a un qui va combattre le crime et l'autre qui va essayer de faire le bien. Mais c'est le même élément déclencheur dystopique où, quand on perd ses parents, ça starte mal une vie. Là, c'est parce que je veux pas... Vas-y. On s'emporte hein, quand on parle de cet univers-là. C'est Hein? parce qu'on On a certains thèmes qu'on veut aborder. En Puis fin je de veux pas semaine, trop, moi, Ah oui. Là, je sais pas à quel moment vos auditeurs vont écouter ça, là, mais je devrais aller voir Batman avec mon fils en fin de semaine. Moi, Nous, on est allé le voir, puis on vous en parlera pas. Non, J'ai faites pas ça. grand-chose. Faites pas ça. Mais ce que je voulais dire, là, puis c'est parce que ça me faisait penser à tout ça, les histoires de parents morts de Batman, puis une planète qui explose et tout. Moi, ce que ça me fait penser, c'est, puis je vais sortir une quote, une citation, pour le dire en français, de votre œuvre sur Dune. C'était en parlant d'un des derniers enseignements vers la fin du livre, là, vous abordez ceci. Vous reprenez les propos de Tristan Bera, qui est, j'imagine, quelqu'un que vous connaissez. Je n'ai pas fait absolument toutes mes recherches sur cette personne-là. Je crois que c'est un chercheur qui a écrit un livre aussi sur Dune. Il a beaucoup travaillé sur Dune. Je ne le connais pas personnellement, ça, ouais. mais je connais ses écrits. Oui, tout à fait. Il dit que... vous disiez déjà que... Je vais juste citer l'affaire, là. Si bon nombre d'œuvres de science-fiction s'appliquent à définir ce qu'est un être humain, Dune cherche plus largement à définir ce qu'est l'humanité. Et ensuite, vous dites, pour Tristan Bera, il y a là un des enseignements les plus importants de Dune. Le déroulement du cycle de Dune est l'expression de cette erreur conceptuelle. La perfection n'existe pas même entre les mains de l'humain, et nous ajoutons pas même entre les mains des femmes. Le Bene Gesserit, je ne sais jamais comment je le prononce, a cru pouvoir créer cette perfection au moyen d'un contrôle serré sur ses membres. La dispersion a donné à ces femmes le pouvoir de choisir autrement. Puis, je vais expliquer pourquoi ça m'a fait penser à ça, les histoires de planètes qui explosent, parce que rapidement, ça peut avoir l'air un peu décousu. Mais moi, c'est l'idée de justement, la perfection n'existe pas. Puis, au fond, la réalisation, je crois, de l'adolescence, au fond, de quand on passe de l'enfance à l'âge adulte, puis dans les récits comme Batman ou Superman, la perte d'un absolu, c'est d'arrêter de croire en l'idéal, en l'enfance, en tout ce qui est la perfection, etc., de, mettons, les parents, eux autres sont parfaits, etc. Il y a même beaucoup d'œuvres où est-ce qu'on voit, par exemple, les parents de Superman, que, là, je ne vais pas partir sur tous les univers étendus, mais que, on se rend compte que c'était pas nécessairement les plus gentils, il y avait des nuances, etc. On voit des œuvres de Batman où est-ce qu'on ne sait pas exactement, on se dit, hey, à quelque part, Batman, il est bien gentil, mais... C'est quand même un milliardaire qui paye sûrement pas ses impôts puis qui bat des gens dans la ruelle parce qu'ils ont comme fait des petites infractions mineures parfois. Fait que bon, mais c'est ce constat-là que la perfection n'existe pas. Puis je voulais peut-être vous entendre là-dessus parce que... Et dans le cas de Dune, c'est vraiment, c'est particulièrement intéressant parce que un des enseignements d'Herbert, c'est cette faiblesse humaine-là. C'est-à-dire que... Puis là, vous êtes des politologues, là, il va y avoir plein de situations qui vont popper dans votre esprit quand je vais dire ça, mais
Ce que Frank Herbert reproche aux êtres humains, puis il va le mettre en scène fréquemment dans sa saga sur Dune, c'est le fait que les êtres humains cherchent ce dirigeant parfait-là qui va les guider et de s'en remettre à lui. De laisser ce dirigeant-là. Hein, cette semaine, Jean Charest nous annonce qu'il va reprendre la direction du Parti conservateur, qu'il souhaite. Puis là, on dit, il va venir tout régler, Jean Charest. C'est ce réflexe-là des êtres humains de dire, s'il n'y avait pas un héros qui pourrait faire la job à ma place, gérer ça, puis bien gérer ça, moi, je m'en occuperai plus, puis je vais juste suivre cette personne-là. Croire en cet absolu, puis... Puis que cette personne-là existe, qu'elle va toujours prendre les bonnes décisions dans mon intérêt. Fait que moi, j'arrête de me préoccuper de ce que j'ai à faire. Je m'occupe de mon petit nombril, de ma petite famille, puis je le laisse faire. Et ça, l'histoire de l'humanité, la vraie, là, pas celle qu'on voit dans les œuvres de science-fiction, elle est remplie de cas comme ça, où les sociétés ont choisi de suivre ce qu'ils pensaient être leur sauveur, plutôt que de juste regarder la situation réalistement, en se disant, il n'y a rien de parfait, puis je vais être obligé de toujours faire des efforts. OK, partant de là, qu'est-ce qu'on fait? Et donc, ça, c'est un des enseignements de Dune qui est très important, qui revient de façon récurrente dans son œuvre. Ouais, j'ai même un autre passage de votre livre. Ça dit... J'adore ça, me faire citer comme ça. C'est parce que j'essayais d'aborder ces thèmes-là. Je me préparais un peu des questions, puis je me disais... C'est juste bien dit dans votre œuvre. Fait qu'honnêtement, mais puis je dis pas ça pour vous flatter, c'est juste honnêtement, je me disais pourquoi le remettre dans d'autres mots à peu près que je peux juste lire à peu près la citation, c'est son œuvre. Ça fait je serais pas choquée par mes propres propos. Je me dis c'est ça. Je vous cite, je dis que ça vient de vous, vous êtes là au cas où si on cherche la source, je donnerai vos coordonnées, j'imagine, bref. Mais OK, sur la représentation des dominations, parce qu'il y a un passage dans votre œuvre qui est un genre de titre ou un intertitre, peu importe. Oui. Une citation que j'ai retenue, c'était « Il y aurait donc chez cet auteur une croyance que cette dynamique serait véritablement humaine. Les êtres humains cherchent à dominer et acceptent, pour ne pas dire qu'ils recherchent, d'être dominés. Oui. » Vous nommez la Missionara Protectiva... Faites un petit air funky. Allons-y avec cet accent, pourquoi pas? Fonctionne parce que les populations veulent croire en elle. Ouais. Le Sentier d'Or est suivi... Le Sentier d'Or est suivi, le tyran respecté. Je connais pas, j'ai pas lu les 6 tomes, puis ainsi de suite. Là. C'est pas très grave, mais c'est cette idée que les êtres humains acceptent d'être dominés, souhaitent être dominés, si on les conduit, comme je le disais, si on les conduit dans le bon sens, s'ils suivent le bon chemin. En contrepartie, on est des êtres humains, puis là, vous êtes comme moi, des politologues. Hein, comme moi, vous ne faites une lecture de toutes les relations comme étant systématiquement des relations de pouvoir. Bien, dans toute relation, il y a des gens qui essaient de dominer les autres, puis d'autres qui acceptent d'être dominés. Et ce que Frank Herbert met de l'avant, c'est que si systématiquement, dans toutes les sociétés, à tous les moments de l'histoire, il y a des gens qui ont cherché à dominer, soit par des voies très humanistes, soit par des voies très autoritaires, mais ils vont chercher à dominer. Ces gens-là, ils peuvent faire ça. Ça fonctionne, leur stratégie de domination, parce qu'il y a des gens qui veulent être dominés. Et on est tous comme ça à notre échelle. Là. Il y a des moments où on veut dominer, puis des moments où on préfère être dominé, parce que c'est bien plus simple de suivre. Mais ça, c'est au cœur de l'être humain. Et l'être humain va toujours être comme ça, selon Frank Herbert. OK. Et là, je pense que plus loin, là, dans ce passage-là, vous dites même que les dominés d'aujourd'hui deviendront les dominants de demain. Tout à fait. Puis ça, on le voit souvent et c'est très drôle parce que je transpose ça dans la réalité actuellement. Là. Très souvent, les aspirants à détenir le pouvoir, donc les candidats, se disent toujours « Moi, je vais faire bien mieux que l'autre. » Parce que l'autre a été corrompu par le pouvoir, puis l'autre n'a pas pris les bonnes décisions, puis moi, je vais être bien mieux. Puis moi, je ne vais pas être dominant. Moi, je vais travailler avec les gens. Puis là, ils prennent le pouvoir. Puis là, ils se mettent à travailler avec les gens. Puis là, un moment donné, ils disent « OK, ça ne marche pas, cette affaire-là. OK, finalement, on va devenir un petit peu dominant. Puis là, un petit peu plus dominant. Puis finalement, un petit peu plus dominant. » Et c'est un phénomène normal. C'est-à-dire que les relations humaines sont construites comme ça. Et ce que ça nous dit, et c'est là, je pense, et là, je me permets de donner un petit cours de démocratie 101, mais c'est là où la démocratie est drôlement pertinente. C'est-à-dire que ce qu'elle fait, la démocratie, c'est que sachant que l'être humain fonctionne comme ça, elle dit une fois de temps en temps, là, on va forcer le dominant, le gouvernant, à revenir voir ses gouvernés, ses dominés, puis leur dire, puis,
C'est ça que vous voulez encore. Puis si c'est pas ça, ben vous me sacrez dehors. T'sais, c'est aussi simple que ça. Même que dans le cadre de mon étude de GEP 402, parce que oui, il faut bien que j'étudie pour cette affaire-là. Toujours. J'avais ressorti, moi, puis vous me direz si c'était peut-être une bonne piste, mais je ressortais un extrait, je ne sors pas l'extrait pendant le 402, mais c'est The Newsroom de Aaron Sorkin, où est-ce que le personnage principal, l'annonceur de nouvelles, au fond, c'était Steve Lavoie, là, qui est passé à notre podcast dernièrement, qui nous avait nommé ça pendant une discussion. Dit quelque chose comme, au fond, à chaque année ou à chaque 4 ans, etc., en démocratie, on a la chance, au fond, de renverser notre gouvernement, mais pas par les armes, pas par la violence, mais tout simplement en allant de déposer notre bulletin de vote dans une boîte, dans une école, ou en allant à l'école, ou en mettant des affiches, en protestant. C'est beau quand même. Ouais. Mais quelle maturité de l'humanité que d'avoir développé cette façon de gérer. Alors que c'est pas naturel chez l'être humain de fonctionner comme ça. C'est pas comme ça que les familles naissent. C'est pas comme ça que les communautés primitives fonctionnaient. C'est à force de maturer puis se donner des valeurs plus humanistes et surtout plus individualistes. Hein? La démocratie s'appuie sur l'individualisme. Bien, on a développé ça. Mais ça prend du temps dans l'évolution humaine. Mais c'est pas aussi, justement, de reconnaître cet enseignement de Dune qui est au fond, que la perfection n'existe pas. Parce que de se dire, wow, la personne pour qui j'ai voté, à qui on a offert le pouvoir absolu de dominer la scène politique pendant un mandat de temps, ben finalement, on le tasse puis on met quelqu'un diamétralement opposé à sa place. Et puis, ben voilà. C'est un peu de reconnaître essentiellement puis ça, que cette personne n'est pas parfaite. Je vous avoue que présentement, moi, je trouve l'opinion publique, si elle avait une personnalité, si c'était une personne, l'opinion publique, ce serait pas ma meilleure amie. D'accord? On va se le dire parce que moi, je pense que l'opinion publique en démocratie a atteint un niveau d'attente irréaliste. Ce qu'elle exige, ses attentes à l'endroit des dirigeants et des dirigeantes, c'est parce que ça n'existe pas. Il n'y a aucun être humain qui peut répondre à tout ça. D'où le fait que l'opinion publique est systématiquement déçue. Mais c'est parce que ce sont des êtres humains qui nous gouvernent. Puis là, je ne suis pas en train de dire qu'il faut accepter tout ce que nos dirigeants font parce que... Mais il faut juste arrêter de les glorifier au départ puis d'être déçu après ça au premier accroc, à la première chose qui ne fait pas correct. Je prends l'exemple de... Et là, le nom, je cherche le nom, mais... la candidate aux dernières élections de Québec solidaire qui est passée du côté du Parti conservateur du Québec. Puis où elle disait, ça n'a pas de bon sens ce que Québec solidaire a fait. Moi, je me sens abandonnée. Ils ont abandonné leurs valeurs. Ben, je ne suis pas sûre que Québec solidaire a abandonné ses valeurs. Mais peut-être que cette personne-là avait mis Québec solidaire sur un piédestal idéal tellement haut que c'était pas possible dans une situation de gouverne pratique, réelle, de maintenir ces attentes-là. Maintenant, je ne sais pas si le Parti conservateur pourra davantage satisfaire cette personne-là. Là, on verra la suite de l'histoire. Là, mais... On verra ça de la prochaine campagne. Mais c'est ça. Pour moi, l'opinion publique, elle cherche cette perfection-là qui n'existe pas. Il n'y a pas d'être humain parfait. Là. C'est une des premières choses qu'on nous enseigne aussi. Par exemple, ça me rappelle, qu'est-ce que vous êtes en train de dire, le cours de gestion de l'État, dans lequel on nous dit les ressources, là, elles ne sont pas illimitées, mais les demandes, elles, le sont. Exact. Et donc, on est obligé de trancher à un moment donné. Je me souviendrai toujours dans Paul 101, vous en parliez tout à l'heure, la politique canadienne et québécoise, je me souviens toujours du désarroi de la personne où, quand je présentais, on parlait de la Constitution canadienne, puis on parlait de la Charte des droits et libertés, et notamment des droits des citoyens face au pouvoir coercitif policier. Puis la personne me dit... c'est bien beau tout ça, mais il y a encore des bavures policières. Oui. Le fait qu'on ait une charte des droits et libertés, ça ne veut pas dire que les policiers ne feront pas de niaiseries. Mais ce que ça veut dire, c'est quand il y a un individu ou quelques individus qui font des niaiseries, c'est possible de demander réparation. C'est possible de les contester dans leur fonctionnement et ça va peut-être changer l'idée des autres. Donc, mais est-ce que le fait qu'on s'est donné une charte des droits et libertés fait que tous nos droits et libertés sont parfaitement respectés par tous les êtres humains? Bien sûr que non. Sinon, ça serait vraiment le fun d'habiter dans cette société-là. Pour
revenir peut-être davantage sur Dune, parce que... Parce que hein, ça nous fait déborder sur le monde réel, cette Mais- histoire-là. Hein? c'est Ben pas, oui. c'est pas mauvais, là, mais oui. Mais si on revient sur Dune, moi, j'aimerais ça savoir parce que la découverte d'un œuvre, c'est quelque chose qui est extrêmement intime. Oui. J'aimerais savoir comment vous avez découvert Dune. Hey, là, vous allez être déçus. Ouf. Parce que OK, tout le monde. c'est pas une belle histoire. Comme il y en a d'autres sur d'autres que je pourrais vous raconter qui auraient été vraiment... tu sais. Suite à la production de d'Asimov à Star Wars, j'ai des collègues, donc je les nomme parce que c'est à eux que je dois l'existence du second livre. Donc, mon collègue Jonathan Genet et mon collègue Jacques Beauvais, il me manquait son prénom, qui me contactent en disant « Isabelle, as-tu entendu ça? Denis Villeneuve va refaire Dune. Il faut qu'on s'intéresse à Dune. » Et moi, de répondre, Dune, sérieux? Moi, tout ce que je connais de Dune, c'est le film de 1984. Puis depuis que j'ai 10 ans, je fais des cauchemars. Fait que je suis pas sûre que j'ai envie d'aller voir C'est ça. un non. Donc, puis là, il me dit, non, mais attends, t'as pas lu les romans? Ben non, j'ai pas lu les romans. Fait qu'il dit, bon, ben, ce soir, tu vas acheter les romans, tu vas commencer à les lire, puis on va se reparler. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai... Non, quelques mois après. Vous êtes courageux. Parce que ça avait l'air quand même... tu l'avais, je crois, le tome 1. Le premier tome, je pense qu'il fait 800 pages. Parce que je lisais votre c'est- livre, puis vous parliez de... En tout cas, De quelques milliers de pages, oui, Ouais. c'est ça. parce que C'est- j'ai lu votre livre, puis je me suis fait spoiler, au fond, sur des choses qui se passent dans le tome 8, alors que j'avais même pas commencé le tome 1. Je me C'est disais dommage, genre, wow! c'est dommage, ouais, c'est ça. C'est Mais- loin. Mais je vais sûrement l'avoir oublié le temps que je me rende à ce tome-là, peut-être. Fait que, ben, ouais, à peu près. Fait que- Mais c'est beaucoup de pages, mais donc, C'est c'est riche. littéralement une commande, entre guillemets. Donc, moi, je suis entrée dans cet univers-là comme ça, en me disant, OK, il y a peut-être plus que le film de 1984. Dieu merci, c'était vrai. Et donc, j'ai commencé à lire Dune avec mon surligneur, puis mon crayon, puis mon cahier de notes, là, vraiment. Mais moi, je trouve ça d'autant plus intéressant parce que vous avez découvert Dune à l'âge adulte, alors que vous étiez politologue. Oui, bien Donc, sûr. J'imagine que dès les premières pages, vous étiez déjà en train d'analyser les phénomènes politiques au sein de Dune. Ce qui est vraiment le fun, c'est qu'auparavant, mon entourage me trouvait vraiment fatigante quand je fais ça. Aujourd'hui, je suis payée pour faire ça. Comme quoi? C'est vraiment ben voilà. génial, mais tout à fait. C'est-à-dire que ma lecture de Dune n'était que politique. Puis la politique, il n'y a rien qui n'est que politique. Non, c'est bien que Tout est un peu politique. quand on parle de politique, on parle aussi d'économie, puis de religion, dans Dune en tout cas, puis d'environnement, puis bon, tout ça. Mais ma lecture était essentiellement politique. Vous avez raison de le dire. Je l'ai vraiment lu comme une politologue. Et voilà. Et toi, Alex, comment as-tu... Ben moi, je l'ai découvert pas lu déjà, mais j'ai écouté le film. J'ai écouté le film le plus récent de Denis Villeneuve, au fond, avec mon cher collègue, qui est allé le voir combien de fois? Dune 4 fois. 4 fois. Moi, juste deux. Juste juste deux, parce deux. qu'après ça, ils ont refermé les cinémas. Ah, mais ouais. lui, il a eu le temps d'aller le voir 4 fois Bravo. en très peu de temps. Bravo. Je me rappelle, on était en fin de session, la session dernière. On avait plein de choses à faire, puis je sais pas comment tu as trouvé le temps d'aller voir 4 fois Dune au cinéma. Je comprends Mais il l'a donc que vous trouvé. avez aimé Ouais. cette nouvelle version. Moi, avant d'être un fan de littérature, là, je vais peut-être me faire lancer des roches, mais je suis avant tout un fan de cinéma. OK, oui. Et je suis peut-être un petit peu biaisé, là, mais moi, j'adore Denis Villeneuve. Mais il est extraordinaire, vous n'avez pas Excellent. idée. Petit gars de On peut Longueuil, apposer ouais, son ouais, nom ouais. là, aux côtés de Nolan, les Scorsese de ce monde, là, sans problème. Là. Même que moi, je dirais que Denis Villeneuve est au-dessus de tout ça, mais là, ça, c'est mon opinion. Tout au-dessus de la mêlée, puis il regarde de haut. Là. Ça, c'est mon opinion personnelle. En fait, je pense qu'on va se le dire. Maintenant, on pense que Denis Villeneuve ne devrait faire que de la science-fiction. Ah, il est excellent. Là, on pense que je vais l'appeler cette semaine. Je vais lui dire, là, le reste, c'est du Là, niaisage. Denis, là- si tu nous écoutes, Là, ça fera. non, mais c'est bien tenté. Là. Parce que là, vous savez qu'il a annoncé que la prochaine œuvre à laquelle il s'adresse, c'est Rendez-vous avec Rama de Arthur C. Clarke. Donc, un autre roman de science-fiction. Et donc, ce sera le prochain univers. Parce que là, il va faire le deuxième, la suite. Il va bien finir le premier tome, c'est ça qu'on se dit. Voilà, il va faire la suite du premier film de Dune, mais il a annoncé qu'ensuite, il s'attaquerait à Arthur C. Clarke, qui est l'auteur qui avait écrit 2001 Odyssée de l'espace.
Mais je suis curieux parce que, comme vous dites, là, vous avez l'air pas mal d'être passionné par la science-fiction. Dedans, oui, Ouais, on ça a peut l'air le pas dire. mal dedans. Mais la fiction, tout simplement, est-ce que la science est essentielle dans votre appréciation de la fiction? Ou est-ce qu'il y a des œuvres de fiction qui sont pas du tout nécessairement futuristes ou pas nécessairement du tout en rapport avec la technologie ou qui sont... Parce qu'il y a des œuvres de science qui sont politiques, qui sont pas nécessairement du tout dans J'ai la une science. préférence pour la science-fiction parce que c'est cet élément-là, la projection scientifique ou l'extrapolation scientifique qui, pour moi, ouvre des espaces vraiment... tout à l'heure, vous disiez, on se dit ça pourrait arriver. Oui. Bien, ça pourrait arriver parce qu'on part de quelque chose de réel. La science, elle est essentiellement empirique, là. Donc, alors que je suis une moins grande amatrice de fantasy, par exemple, parce que là, moi, la magie, là, c'est pas, ça me rejoint moins. Ceci étant dit, hein, Star Wars, on ne sait pas toujours où est-ce qu'on le catégorise entre la science-fiction et parce qu'il y a des éléments de fantastique dans Star Wars. La force, là, déjà. Mais donc, cette idée-là, c'est ça, c'est qu'on peut projeter des univers qui ont une base réaliste. Maintenant, ça sera plus ou moins éloigné des véritables découvertes scientifiques, bien sûr. Dans certains cas, on va très, très loin dans la projection farfelue. Hein, je vais reprendre ce sera le thème du jour, farfelu. Mais il reste que pour moi, ça, c'est d'un très, très grand intérêt. Et donc, c'est pour ça que moi, j'aime beaucoup les super-héros qui ont un fondement scientifique. Moi, j'aime beaucoup Hulk. Je veux dire, parce que Captain America. Ou Captain America. Alors, vous avez parce dû que... triper sur l'affaire de l'univers quantique avec Ant-Man, puis là, OK, là, ça part. Là. Ça, on s'en va mais dans ça, le c'est 8000. grandiose. Par univers. rapport, par exemple, Doctor Strange qui arrive et qui fait j'ai à une Thor. pierre, je fais des trucs. Ah, ou Thor qui est Thor, comme il y a 9 planètes, je me promets. Bon, tu sais, ça, Bam. la seule exception à ça, puis là, ce sera un tout autre. C'est Wonder Woman. Wonder Woman n'a pas de fondement scientifique. Même que Un c'est très fondement mythologique. Voilà, Amazon. exactement. Ouais. Mais elle, voilà, ce sera ma prochaine étude, celle-là. Mais je trouve Ouais, ça vas-y. tellement intéressant parce que vous dites que c'est essentiel pour vous, Ouais. science-fiction. Et là, je me demande si vous n'êtes pas un peu essoufflé à la lecture de Dune. C'est-à-dire que au début, ça commence, c'est vraisemblable. Mais plus on progresse dans l'histoire, et là, j'ai pas lu les livres, j'ai seulement écouté des résumés, mais plus ça commence à attirer du fantastique, notamment Leto 2, qui devient genre mi-homme, mi-ver de sable. Fait que je me demande si... Et qui va vivre 3000 ans. Et qui va vivre 3000 ans. Ouais. Fait que je me demande Entre si ça autres. vous a pas un petit peu agacé. Ah, oui, c'est-à-dire que on se souvient que c'est une commande. Fait que quand j'arrive à l'étau 2, effectivement, et que là, il se transforme en simili-vert, Ouais. oh boy, je me souviens d'avoir appelé ces deux collègues en disant là, il faudra me faire un petit pep talk, là, parce que là, La misère ici, là. Oui, c'est ça. Ceci étant dit, et sans voler aucun punch, l'univers va... bien sûr qu'il y a l'étau 2, mais l'étau 2, d'un point de vue politique, va prendre une ampleur extraordinaire. Et quand on joue sur la ligne du pouvoir tyrannique pour le bien du peuple, là, c'est ça qu'il va faire, l'étau 2. Il va saccager sa population, il va massacrer, il va instaurer un régime hyper autoritaire, mais pour le bien du peuple, pour le bien de l'humanité. Et donc, cette ligne-là, ce discours-là est fascinant quand on a cette lecture politique. Mais suite à ça, on va rapidement revenir. Bon, puis en même temps, ça dure 3000 ans, là. Fait que suite à ça, il faut persister dans le temps. Mais on va revenir, effectivement, et les machines pensantes vont revenir dans l'histoire. Oui. Et donc, la technologie va revenir, la génétique va revenir, la science, donc, va revenir au cœur de l'univers. Parce qu'il y a aussi une réincarnation des personnages là, à travers les Golas. Là, qu'on Des appelle. clones, littéralement. On va cloner les êtres humains, fait qu'ils vont pouvoir vivre pour toujours. Moi, je ne sais pas si vous avez déjà lu cette œuvre-là, mais 100 ans de solitude de Oui. Gabriel Garcia Marquez. Qui n'est pas de la science-fiction, là. Non, qui ça- est du réalisme magique. Oui. Le réalisme magique, ok, c'est un peu genre des phénomènes normaux qui sont perçus comme magiques, des phénomènes magiques qui sont perçus comme normaux. C'est-à-dire, c'est l'histoire d'une malédiction d'une famille, ok? Puis, à un moment donné, le cirque arrive dans le village, puis là, il y a un bloc de glace, ok? Là, c'est l'affaire la plus merveilleuse qu'ils ont jamais vue, ok? Ils peuvent se voir dedans. Un peu comme dans Harry Potter, le père Wesley qui tripe ses chars, puis sur tous les trucs de Moldu, puis qui se dit genre «
genre un train, mais ils volent même pas. Puis Puis il est fou intéressé par ce que les parents d'Hermione font, genre, hey, joue dans les dents du monde. mais pourquoi ils font pas juste genre, tu sais, ouais. Puis alors que dans 100 ans de solitude, il y a un fantôme qui est assis à côté d'un arbre pendant 200 ans, puis ça, c'est bien normal, le monde, il jase. Fait que ça m'a fait penser un peu à 100 ans de solitude quand j'ai lu les résumés des livres. C'est un parallèle intéressant. Je ne l'avais pas fait. Je l'avais pas fait. Est-ce qu'il y a là une... C'est-à-dire que là où vous avez probablement raison, puis là, il faudrait que j'y pense un peu plus, là, mais c'est-à-dire qu'il y a des choses dans l'univers de Dune qu'il faut accepter comme lecteur et lectrice. Il y a des choses ça fait partie... Hein, Jonathan Genet et Jacques Beauvais ont beaucoup écrit sur le novum. Cette idée que pour accepter cet univers, pour entrer, pour bien comprendre cet univers-là, il faut accepter certains des éléments qui nous apparaissent un peu moins vraisemblables. 100 ans de solitude offre certains espaces comme ça. Il en va de même de la science-fiction ou du fantastique là, dans ce cas-ci. Je me souviens d'une amie à moi qui me disait, moi, Captain America, pas capable. Là. Je veux dire, petit bouclier, puis ça bloque tout. Bon, ben si on n'accepte pas le bouclier de Captain America, on n'écoute pas. C'est ça, on n'écoute pas Captain America. Tu vas pas aimer Crâne Rouge pour les prochains films. Ben non, c'est Parce que... Asimov, si on n'accepte pas que le cerveau positronique existe, ben on lit pas Asimov. Sinon, ça vaut pas la peine. On va se battre tout le temps. Donc, je pense qu'il y a et il y a ça dans Dune. Il n'y a pas de doute. C'est pour ça, parce que quand j'ai commencé à lire Dune, j'ai plusieurs de mes amis qui ont lu la série et qui sont arrêtés au 3e, 4e livre. Et là, je comprenais pas. Mais là, maintenant, j'ai compris. C'est-à-dire qu'il y a eu un certain décrochage de leur part, que peut-être l'apport de science-fiction qui était dans les premiers livres, qui disparaît un peu, ça les a comme freinés. Et malheureusement, il faut persister. Comme si vos auditeurs n'ont jamais commencé Dune, puis c'est votre cas. Oui, c'est le cas. Il faut survivre aux 150 premières pages. Nice. Il faut se dire, je ne porterai pas de jugement sur cette œuvre avant d'avoir passé à travers les 150 premières pages. Après ça, on peut juger. D'accord. Moi, par contre, j'aimerais rebondir sur toutes vos histoires de décrocher ou non parce que ça devient un peu trop fictif ou beaucoup trop un peu déconnecté de la réalité parce que moi, à l'époque de mes études en théâtre, littérature, tout ça, on avait eu un cours de mythologie qui m'a beaucoup marqué. Puis, quand je l'amène. Et puis, non, mais ça s'y prête bien. Puis, on voyait la différence à l'époque du mythos et du logos. Le mythos qui étymologiquement revient des mythes, des histoires, un peu justement de la fiction. Puis le logos, de la famille de la raison, de la logique, tout ça. Puis, au fond, ce qu'on concevait, c'est que dans l'histoire de l'humanité, puis on en a un peu parlé tout à l'heure, les êtres humains ont toujours cherché à s'expliquer le monde, puis ils cherchent toujours un genre de chèque en blanc de « voici mon starter pack idéologique, maintenant j'ai juste à me fermer les yeux, avancer en avant, puis c'est ça que je suis, il y a Dieu quelque part qui a décidé que c'était ça, let's go, on fait ça », ou encore « la technologie en est là, logiquement le système fonctionne comme ça, l'économie, la science, etc. » Fait que c'est ça, puis ils ne remettent plus rien en question. Et puis, il y a toujours eu cette volonté-là, puis nous, on voyait dans ce cours-là le passage du mythos au logos qui représentait un certain point par l'allégorie de la caverne de Platon, parce qu'on passe des images de tous les sens, ces choses-là, à le soleil, la vraie vie, là, la rationalité. Mais dans un cas comme dans l'autre, ce qu'on voyait aussi, c'était que il y a des phénomènes qu'à l'époque, les êtres humains s'expliquaient par justement les mythes, que ça soit, par exemple, je ne sais plus, Hélios, qui était comme le dieu du soleil, de quoi, ou du vent. Je connais pas, mais mettons Poséidon, le dieu des océans, ces choses-là. Mais bref, il s'expliquait avec des figures mythologiques, là, sûrement proches de votre Leto 2, mi-vert, pas clair. Mi-homme, mais oui. Ouais, mi-homme. Mais qui s'expliquait au fond par des figures qui étaient complètement déconnectées du réel. Au fond, au-delà des phénomènes naturels comme l'océan, le soleil, l'histoire des saisons avec... c'était quoi? Je mélange toujours Perséphone puis Hadès. C'est toi qui as fait le cours de mythologie. Là. Mais bref, ils s'expliquaient par des histoires les phénomènes naturels parce qu'ils n'étaient pas capables à l'époque de se l'expliquer justement par la raison. Ils n'étaient pas capables de comprendre que les saisons, c'est pas nécessairement une déesse de la fertilité qui se fait voler par le dieu des enfers pendant comme 4-5 mois par année. Fait que là, c'est pour ça qu'il fait fret puis blablabla parce que et puis là pour comme... Fait que eux autres, à la place de se dire, ben c'est juste le tour du soleil, la terre, puis tu sais, l'astrologie, ça fait ça. Eux autres, ils se disaient, il y a un dieu qui a fait ça, en gros. Puis, sur beaucoup de phénomènes, justement, disons, scientifiques, on a été capable de trouver depuis, avec le développement de la technologie puis juste la rationalité humaine, des réponses logiques
à des problématiques ou en tout cas à des vides de sens qui existent autour de nous. Fait que c'est ça, que ce soit l'océan, le soleil, le vent, des phénomènes naturels. On a trouvé des réponses. Mais il y a des phénomènes psychologiques parfois ou sociaux qu'on n'a pas nécessairement encore fini il y a plein de de choses qu'on fini d'aborder. s'explique toujours pas, Puis, bien sûr. Il y a par exemple la représentation de Zeus dans la mythologie grecque, qui est justement une figure de pouvoir. L'éclair, ça représente le pouvoir, puis c'est comme le dieu des dieux. C'est pas nécessairement la personne... C'est la personne la plus forte. Là. Je veux pas qu'on se fasse un débat de mythologie grecque, c'est pas du tout l'enjeu, mais c'est surtout le dieu des dieux, donc celui qui doit concilier les intérêts puis au fond, tout ce qui se passe entre les différents dieux qui ont beaucoup de pouvoir. Fait qu'au fond, c'est une représentation justement d'un dirigeant qui doit, mettons, gérer son caucus de ministres, ces choses-là, là, etc. Et puis qui doit vivre avec justement des fois des imperfections. Puis on représente souvent dans la mythologie grecque le fait que Zeus est imparfait. Et puis, si on s'attarde au fait que Zeus existe sûrement pas, prenons ça pour acquis. On peut se dire que, bon, c'est un peu n'importe quoi, puis ça l'est, la mythologie grecque, mais justement, moi, je pense qu'il y a quelque chose de très riche à... Oui, de peut-être ça soit plus accessible en se disant, oui, c'est de la science, oui, c'est le futur, fait que c'est plus probable, mais des fois, de juste se déconnecter de la réalité complètement pour créer un nouvel espace où est-ce que des acteurs peuvent se développer. Puis, je faisais un peu le lien avec quand j'avais lu votre thèse de doctorat là, sur le système d'éducation au Québec. Pauvre. À peu près. Ouais, je vous plains d'avoir lu ça. Ben, j'ai pas lu. Il y a des chapitres que j'ai pas trop lus parce que j'ai feuilleté vite fait parce que je me disais, bon, OK. Mais j'ai été très intéressé sur la théorie des jeux, puis les acteurs, puis les relations entre eux, parce que vous parliez de l'analyse stratégique, en fait. L'analyse stratégique, ces choses-là. Et puis, justement, la fiction, là, on se déconnecte complètement du réel. À quel point elle peut nous permettre, à quel point on peut se déconnecter du réel et aborder des trucs complètement, justement, humains, puis fondamentaux, qu'on n'est pas capable de régler par la vraie vie, par justement la science. Il y a des phénomènes comme, justement, on parlait de à quel point c'est difficile de diriger. Là, tout à l'heure, on disait que comme les dirigeants sont imparfaits, mais les gens veulent quelque chose, etc., comme ça. Ça, c'est la vraie vie, mais comme des fois, il y a des œuvres qui font comme non. C'est juste... c'est complètement fictionnel, mais ça fonctionne bien, puis ça permet de faire justement des nouvelles règles du jeu, fait, des nouvelles interactions entre les joueurs qui développent. À la question dans quelle mesure on est capable de se déconnecter, je vais vous dire jamais complètement. Okay. C'est-à-dire que les auteurs, quel que soit leur créneau artistique, là, on s'entend, là, je ne parle pas de mes collègues scientifiques, il n'y a aucun créneau artistique où les auteurs et les autrices ne nous parlent pas essentiellement de nous. Dans des œuvres qui sont très, très, très réalistes, voire biographiques, bien là, on est encore plus dans le réel. Puis plus on s'éloigne de ce réel-là, plus... ça peut prendre des couleurs différentes, mais toutes les œuvres de fantastique, par exemple, vont s'appuyer. La mythologie, là, quand on se représente un dieu imparfait, là, mais qu'est-ce qu'on projette? On projette les êtres humains imparfaits. Quand on représente une gang de dieux qui ne réussissent pas à s'entendre ensemble pour gouverner la planète, qu'est-ce qu'on se représente? Bien, on se représente nos dirigeants humains qui ont de la misère à s'entendre. Donc, ce qu'on projette... L'expérience humaine est à ce point importante dans la vie des êtres humains que c'est toujours ça qu'ils vont projeter avec une plus ou moins grande proximité face à la réalité. Mais qu'on présente nos constats, qu'on présente nos espoirs, qu'on présente nos craintes, c'est toujours essentiellement de nous dont on parle. OK. Ben c'est très intéressant, ça. Puis, moi, c'est juste parce que ça me ramène aussi à la relation entre les Bene Gesserit. Ben, le Bene Gesserit, oui, tout à fait. Bene Gesserit et les honorés matriarches que moi, j'ai fait. J'ai pas justement lu d'une, mais je voyais un peu comme les Jedi et les Sith à quelque part. Il y en a un qui est vraiment instinct, puis l'autre est vraiment rationnel. Puis, ça vous dit dans votre œuvre que c'était vraiment les deux côtés d'une même médaille. Fait c'est les deux forces humaines. C'est ça, parce qu'on est vraiment loin, je pense, de la réalité dans ces deux ensembles de... Ces deux caricatures. Ce sont deux caricatures, il n'y a pas de doute. Mais ce que ces deux institutions-là vont représenter, parce que ce sont des institutions politiques et religieuses, mais essentiellement, ce sont deux institutions politiques, donc qui cherchent à appliquer le pouvoir, à maintenir leur pouvoir en place.
elle représente les deux pulsions humaines les plus fortes, c'est-à-dire les pulsions de raison puis les pulsions d'émotion. Et dans les deux cas, elles vont justifier, un peu comme le côté obscur et le côté lumineux, ben là, je me fais elles vont justifier l'usage de cette pulsion-là ou de ce côté-là comme étant intrinsèque à l'individu et pouvant donner du pouvoir. Les Bene Gesserit disent qu'il faut être particulièrement brillant, se discipliner pour aller plus loin. Les honorés matriarches disent non. On a suffisamment de souffrance, d'injustice, de colère pour être capable de détruire l'ensemble de l'univers. Donc, mais à eux deux, ces deux institutions-là représentent l'humanité, en fait. Les bons et les mauvais côtés de l'humanité. Mais comment vous arrivez à... Ben, je comprends que ça le fait, mais comment arrivez-vous dans ce cas-là à avoir ce côté-là d'humanité alors qu'on est vraiment rendu loin du réel, là, il me semble, là, de manière que je l'ai compris. Oui, parce que ce sont des allégories, ce sont des métaphores. Donc, on est vraiment dans la structure rédactionnelle qui nous présente ça. Okay. Puis, effectivement, après ça, quand on regarde le texte et ce que disent les personnages, puis comment ils conçoivent leurs relations, donc dans les dialogues, par exemple, quand on a des Bene Gesserit et des honorés matriarches qui s'insultent, parce qu'on a ça dans l'œuvre, ben, on voit ce qu'elles mettent de l'avant. Et là, après ça, on peut faire le parallèle avec ce qu'on a aujourd'hui ou dans le monde contemporain comme discours politique, comme mise de l'avant. Quand on se retrouve dans l'univers d'Asimov et qu'on a des planètes qui représentent des systèmes politiques, bien, c'est parce que le discours des individus qui habitent ces planètes-là, bien, je peux aller chercher le discours d'un dirigeant communiste, par exemple, puis dire, mais regardez, là, il réfère aux mêmes valeurs, il réfère aux mêmes références. Et donc, le travail méthodologique en arrière de celui-là, c'est celui-là. C'est celui d'une analyse de discours où on va chercher, faire ressortir le vocabulaire, les valeurs et représentations qu'il y a en arrière. Fait qu'on est capable d'avoir, au fond, un personnage ou un acteur qui agit d'une même façon dans une œuvre complètement déconnectée du réel que un acteur dans le réel qui agit à peu près de la même façon, qui utilise les mêmes discours, etc. Tout à fait. Je pense au Bene Gesserit, là, quand on l'a vu dans le film là, aussi, là, ou même dans le livre, c'est une des premières scènes. L'épreuve du Gom Jabbar, là, essentiellement, c'est ça. C'est faut vaincre l'instinct animal. Oui. La révérende mère Gaius, là, Hélène Morat, je pense, c'est son nom complet. Elle dit, un animal qui a un membre pogné dans un piège, il va se le couper. Toi, qu'est-ce que tu vas faire quand tu vas avoir ta main dans la boîte puis ça va faire mal? Il faut que tu vainques cet instinct animal, tu fasses primer le rationnel puis la raison. Et c'est ça le grand plan des Bene Gesserit. C'est-à-dire que le grand plan génétique, ils veulent créer un sur-être humain. Les Bene Gesserit croient que ce sera une femme, ne croient pas que ce sera un homme. Et c'est là où il y a une histoire. Parce qu'il y a une femme, il y a une Bene Gesserit qui désobéit à son ordre religieux. Donc, ils veulent créer cet être humain-là qui aura vaincu tous ses instincts animaux et qui va être tellement différent des animaux qu'on pourra parler maintenant d'une race véritablement supérieure. Et c'est le grand plan des Bene Gesserit. Ils ont consacré... Puis, sur plusieurs générations, là, c'est-à-dire qu'ils prévoient ça. Oui, tout à fait. Ils se relaient le projet de révérende mère en révérende mère. Oui, tout à fait. C'est le Kwisatz Haderach. Cet individu-là... votre Dunois est vraiment très bien... cet élu-là, c'est ça qu'elle cherche, le Bene Gesserit à créer. Tout à fait. Je cherche un absolu, au final. Cet être parfait. À se fermer les yeux après et faire bon, on cet l'a fait. Être parfait qui sera le cumul de toutes les vies qui l'auront précédé et qui pourra envisager toutes les vies qui va advenir. C'est quand même un projet... Je vais revenir à farfelu. Hein? Oui, c'est ça. On revient souvent à farfelu. On revient souvent à farfelu. C'est la thématique. Comme quoi. Mais tu sais, ça, c'est l'aspect Bene Gesserit puis rationnel. Mais moi, c'est... Parce que là, j'ai pas lu les 6 livres. Mais comment ça se transpose du côté des honorés matriarches? Comment eux, l'instinct, comment eux, ils perçoivent? C'est-à-dire que, puis là, évidemment, là, comment on dit, divulgacheur. Oui, il va en avoir des divulgateurs. Ah ouais, on fera l'avertissement. Oui, c'est ça. Là. Il y a du divulgacheur ici, mais effectivement, à la mort de Leto II,
L'étau 2 va donc, puisqu'il sera décédé, il ne pourra plus maintenir son contrôle sur les populations. Jusque-là, tout va bien. Oui. Comme les êtres humains se retrouveront dans des situations particulièrement difficiles sur la planète ou sur les planètes sous contrôle de l'étau 2, mais ce que ça va faire, c'est que ça va créer la grande dispersion à laquelle vous faisiez référence tout à l'heure. Et donc là, il y a des individus qui vont, hommes et femmes, là, qui vont prendre de l'expansion, qui vont aller propager l'humanité à travers la galaxie et qui vont s'éloigner du contrôle central des institutions politiques et qui vont développer par ailleurs une autre forme de gouverne, de nouveaux idéaux, de nouvelles façons de faire. Et les honorés matriarches vont naître de cette dispersion-là et donc vont se retrouver. Ce sont des honorés, des Bene Gesserit, qui n'étaient plus sous le contrôle de l'institution religieuse formellement, qui vont être confrontés à des situations particulièrement difficiles, notamment où elles vont se rendre compte qu'une certaine société exploite ces femmes littéralement comme étant des cuves à bébés. Donc, on va retirer le cerveau de ces individus-là. On va les maintenir en vie uniquement pour qu'elles continuent de procréer. Et quand ces femmes-là vont voir à quel niveau d'esclavagisme cette société-là a conduit ces femmes, ça va être un élément déclencheur et elles vont devenir des enragés, littéralement, qui vont chercher à venger l'ensemble de l'humanité, en tout cas sa portion féminine, quitte à raser complètement des planètes pour établir un contrôle des honorés matriarches. Mais donc, ce sont des femmes puissantes qui vont laisser libre cours à leurs émotions de destruction alimentées par une trop grande indignation et qui, éloignées d'un certain contrôle, vont laisser libre cours à ces émotions-là. Donc, c'est comme ça qu'on va passer de l'autre côté. Et évidemment, là aussi, divulgacheur, attention, mais ultimement, la personne qui va vaincre, qui va sauver l'humanité, c'est cette fusion-là qu'un individu va réussir à faire entre le Bene Gesserit et les honorés matriarches. Ce n'est pas une qui va détruire l'autre, parce que c'est pas possible, c'est en nous. Donc, on va réussir à associer ces deux compléments-là et à faire de ces deux forces-là une capacité et donc un pouvoir. Fait que dans la recherche du parfait, finalement, on a réalisé que le parfait, c'était l'imparfait. Mais bien sûr, et c'est ça la grande leçon de Frank Herbert. Il faut accepter l'imperfection. Ça ne veut pas dire qu'il faut l'accepter en acceptant tout ce qui vient avec. Il faut chercher à corriger sans cesse, mais il faut accepter que cette volonté ou ce travail-là sur corriger et réagir aux imperfections, il ne s'arrêtera jamais. L'élu ne va pas tout solutionner. C'est pas possible. Magnifique. Quel enseignement. C'est quand même quelque chose. Hein? Je n'ai pas enseigné ça dans Paul 101. C'était pas dans les objectifs du cours. C'était... non, voilà. Mais est-ce que... Parce que l'affaire des Bene Gesserit, je trouve ça intéressant parce que ça me fait vraiment penser un peu à du surhomme de Nietzsche. Fait que déjà, je me demande s'il y avait peut-être un peu pas de l'inspiration de tout ça de la part de Frank Herbert. Oui, ça faisait partie des auteurs que Frank Herbert... C'était une époque aussi où ça s'y intéressait beaucoup. Bien sûr, bien sûr. Les nazis s'y étaient beaucoup aussi intéressés à cette idée-là, mais c'était une époque où, bref... Je veux dire, on est en 1965 au moment où le premier tome va sortir. Ouais, il y a aux États-Unis plusieurs mouvances politiques, sociales, religieuses aussi qui vont se confronter. Dans l'ouvrage des enseignements de Dune, le premier chapitre, c'est un chapitre qui est écrit par le professeur Sami Aoun, professeur à la retraite aujourd'hui, mais où il va effectivement étudier toutes ces influences-là et comment on retrouve dans l'œuvre de Dune des transpositions de ce qu'était l'époque de Frank Herbert, en fait. On réalise que Frank Herbert était très attentif dans ses cours d'histoire. Très attentif. Il faut. Mais moi, ça me fait penser parce qu'à cette époque-là, il y avait peut-être encore des reliques un peu d'une idée plus nietzschéenne, une philosophie nietzschéenne, mais il y avait aussi tout le courant de l'absurde, justement, parce qu'avec le constat qu'il y a une absence d'absolu ou de perfection, surtout, c'était un peu l'avenue de la postmodernité, avec mai 68, etc., du mouvement des constructivismes, en tout cas, peu importe, parce qu'avec tout le suivi de genre des grandes idéologies au cours de la Seconde Guerre mondiale, on a vu où est-ce que ça nous a mené. Puis après, il y avait beaucoup de remises en question de tout, fondamentalement tout. Puis autant ça peut être... puis je pense que c'est sage de constater l'imperfection de l'être humain. Puis il y en a qui le voient comme d'une manière
optimistes, ou ça leur donne espoir parce qu'ils disent on va toujours pouvoir s'améliorer. Autant il y en a qui deviennent un peu nihiliste face à ça. Puis ça revient un peu, moi je trouvais, pour revenir sur le cours de M. Jean-Hermann Gay, la différence entre... c'était quoi? C'était saint Thomas d'Aquin puis saint Augustin. Il y en avait un des deux. Les deux disaient que l'absolu, la divinité, c'était accessible seulement dans la cité céleste. Et puis nous, on vivait sur la cité terrestre. Mais il y en avait un des deux, je crois, c'était saint Thomas d'Aquin, je crois, qui était plus optimiste, là, en tout cas. Mais que lui, il disait qu'en tout cas, on pouvait quand même essayer d'améliorer la cité terrestre. Puisque l'autre, il disait, ben c'est juste, faut vibe avec. Fait que l'idée, c'est... Parce que le constat de l'imperfection, je pense que c'est ça date pas de cette époque-là. Là, comme justement saint Thomas d'Aquin et saint Augustin, ils l'avaient un peu remarqué. Moi, je pense que Frank Herbert, à cet égard, puis là, si vos auditeurs ont suivi effectivement l'histoire des idées politiques, Frank Herbert est en fait un disciple de Machiavel. Oui, c'est ça. Où il va dire l'être humain vient avec des contraintes. Mm-hmm. Puis le travail du politique, lui, il parlait du prince, mais dans une autre époque, ce sera un autre dirigeant. Le travail du prince, c'est d'essayer de faire avec les contraintes qui s'imposent à lui, des contraintes qu'il connaît ou des contraintes qui sont imprévues. Et c'est là que repose son pouvoir. C'est dans sa capacité à agir malgré les contraintes, voire à utiliser les contraintes, soit pour son bénéfice personnel, dans certains cas, soit pour sa communauté. Mais c'est ça que Frank Herbert nous dit. Maintenant, est-ce qu'il y a des dirigeants qui vont déborder? Oui. Systématiquement. Fait que là, il va falloir que les communautés se remobilisent. Divulgacheur encore. Oui, c'est ça. Là, il va avoir 60 ans bientôt. Oui, mais divulgacheur sur le fait que des dirigeants vont peut-être des fois abuser. C'est possible. Puis, et dans certains cas, on va avoir la perception qu'ils abusent. Oui. Dans notre monde actuel, on est beaucoup dans ça. Parce que la définition de ce qui est un abus ou pas aussi, on ne s'entend pas tout sur ce qui est la définition d'un abus. Voilà. Donc, tout ça fait partie de la réalité de l'imperfection humaine. Puis quand on transpose ça à l'échelle d'une société, bien, nos sociétés sont imparfaites. Mais je suis curieux parce que vous parliez de dévouement et d'autorité là, dans votre œuvre, puis vous parliez d'à quel point tous les personnages sont dévoués à une certaine vision qui est plus grande qu'elle-même. Puis vous disiez à quel point c'est important quand on est une figure d'autorité, qu'on est en position de pouvoir, de porter avec soi une vision plus grande que soi-même. Puis vous disiez aussi que, dans le cas de Dune, mais j'imagine que ça a rapport aussi avec le reste de la vraie vie, que ce dévouement repose toujours sur un engagement intellectuel réfléchi. Mais considérant l'enseignement du fait que les choses sont imparfaites, comment peut-être dans votre cas, déjà dans votre cas, peut-être quelle est la vision plus grande que vous-même, que vous portez avec vous, disons, dans la vraie vie au quotidien, puis comment la porter, sachant qu'elle est imparfaite? Parce que, je sais, j'ai pas lu les œuvres, mais vous aviez l'air de dire que le Bene Gesserit et les Honorés Matriarches portent une vision plus grande qu'elle-même, mais qu'à la fin, finalement, on réalise que c'est ça, autant l'un que l'autre sont imparfaits, puis c'est genre le mélange des deux qui fait que, on a besoin des deux, bon. Effectivement. Mais c'est plus facile, j'ai l'impression, pour quelqu'un d'être dévoué à une cause quand il ne sait pas qu'elle est imparfaite, quand il ne se rend pas compte que son absolu est peut-être pas absolu, plutôt que quand on est conscient de prime abord que ce qu'on fait ne sera jamais parfait. Comment on fait pour... moi, je le vis bien, là, mais dans le sens où je suis curieux, vous, mettons, c'est quoi votre vision que vous portez? Transposons dans ma réalité à moi, très, très individuelle. Là, c'est un témoignage très individuel. Moi, je crois profondément, c'est pas pour rien que c'est ce que je fais dans la vie, mais moi, je crois profondément que le savoir dur, là, le savoir qui a été démontré, qui a été validé, qui a été prouvé, c'est la source de toutes les grandes avancées, c'est la source même essentiellement de toutes les grandes libertés. Mm-hmm. Une fois qu'on a dit ça, ce qu'on sait, moi, comme professeur d'université, ce que je sais, c'est que le savoir, il n'est jamais définitif. Mm-hmm. Puis que le savoir qu'on produit, comme il est produit par des êtres humains, il est toujours imparfait. La différence entre cette position-là et une position religieuse, par exemple, c'est que moi, j'accepte cette évolution-là et cette progression-là. Tout à l'heure, vous citiez, quand je faisais référence à la Missionara Protectiva, c'est-à-dire que ce que les Bene Gesserit vont vendre à des populations, c'est « voici votre sauveur. Votre sauveur, il est parfait. » Puis là, quand on se rend compte que le sauveur, il n'est pas parfait,
Colline qu'on est déçus. Oh, c'est le cul, Là, on on perd tous nos référents, on n'a plus rien à... Et c'est ça la différence entre quand on accepte cette imperfection-là, parce que l'accepter, ça veut dire travailler avec. C'est drôle parce qu'à un moment donné, je donnais une conférence, puis on m'a accusé, effectivement, d'avoir une foi très religieuse à l'endroit de la science. T'sais. Puis je disais, il n'y a rien de plus opposé à la religion que la science. Parce que la science, par défaut, je veux que vous me contredisiez. La religion, par défaut, on souhaite vous imposer cette vision-là. Donc, pour moi, c'est une belle la science est une belle illustration de cette acceptation-là de l'imperfection, mais ça n'arrête pas là. On ne dit pas, de toute façon, ça ne va jamais marcher. C'est pas ça l'idée. C'est de dire, comment on la construit pour faire toujours un monde meilleur. C'est le petit challenge. Mais bien sûr. La petite péripétie qui rend l'histoire si Donc, j'espère que vous voyez que je vis vraiment très bien avec l'imperfection. Ah ben je vous souhaite. C'est juste, je trouve ça intéressant. Ça me fait penser un petit peu au dilemme auquel Paul va faire face bien sûr. Dans l'œuvre. C'est-à-dire que, bon, il est perçu par les Fremen comme étant le Mahdi, là, le Messie, parce que, bon, la Missionaria Protectiva a implanté des mythes et des légendes à son endroit. Et puis là, il voit que les Fremen croient tellement en lui que ça va mener à un djihad. Il essaye par tous les moyens, on le voit le réfléchir, voir toutes les possibilités afin d'éviter que ça se passe. Et pourtant, il ne sera pas capable de l'éviter. Ouais. Et donc, bon, ça, c'est pas la partie la plus encourageante de l'histoire de Dune, là, il n'y a pas de doute, mais parfois, il y a des forces humaines contre lesquelles on ne peut pas se battre. Et ça, je pense que c'est un grand enseignement des politologues, ça. C'est-à-dire que cette idée d'accepter que nos sociétés n'iront pas là où individuellement on pense qu'ils devraient aller et de ne pas prendre pour acquis que ce que nous, on croit comme étant la bonne chose, la bonne définition du bien commun, elle est universelle. C'est pas vrai. Ces gens-là qui vont conduire le djihad au nom de Paul, ils le font parce qu'ils croient que c'est la bonne chose. C'est pas parce que c'est toutes des épées. C'est parce qu'ils ont une croyance profonde que c'est ça que l'humanité a besoin à ce moment-là. Et l'univers politique est rempli de ça. Le raccourci de l'opinion publique, c'est de dire, donc, si cette personne-là ne pense pas comme moi, elle est malhonnête, elle est de mauvaise foi. Mais généralement, la vaste majorité... Il y a des gens qui sont de mauvaise foi, il n'y a pas de doute. Mais c'est la très petite minorité. Mais c'est la très petite minorité. Pour tous les autres, ce sont des gens qui croient que ça prend autre chose. Je veux dire, nos camionneurs canadiens, dans les dernières semaines, je suis convaincue qu'ils croyaient véritablement que les mesures qui étaient mises en place au Canada étaient des mesures dictatoriales. Vous et moi, on sait qu'ils avaient objectivement tort. Les méthodes russes, présentement, nous prouvent qu'ils avaient objectivement tort. Mais au départ, mon point, c'est de dire ces gens-là qui manifestaient pour dénoncer les mesures canadiennes, ils sont convaincus que ça, c'est pas bon pour la population au Canada et que leur modèle, leur proposition est supérieure et va amener un meilleur bien commun. Et c'est ce qui, parfois, nous amène à considérer que les positions, bien qu'extrêmes, ont une raison d'être et que plus on va les comprendre, ça c'est le travail des politologues, plus on va comprendre où est-ce qu'on arrive en termes de propositions politiques, d'où ça vient et où est-ce qu'on veut aller, plus on va comprendre ce phénomène-là, on sera en mesure de le contrer si besoin y est pour le bien-être de l'humanité ou alors de le mettre de l'avant. Moi, je suis curieux parce que il y a un sujet qu'on avait un peu discuté là, ensemble, là, mais qui était un peu que dans les œuvres de fiction, puis on peut prendre comme exemple un peu les films Marvel. Je trouve que dans les derniers films de cet univers-là, par rapport au premier peut-être, il y a davantage de personnages avec des nuances. Par exemple, ce soit le film Black Panther, où est-ce que même le méchant, oui, est méchant, oui, OK, il fait des trucs qu'il ne faut pas, mais qu'il y a un raisonnement sur lequel le film prend le temps de s'attarder, puis il essaie d'expliquer son point de vue.
on constate quand même que c'est mauvais, mais on essaie de comprendre le personnage puis l'ennemi à qui on fait face. Je ne sais pas si vous avez vu le dernier Spider-Man, tout le monde? Oui. OK. Dans le dernier Spider-Man, moi, j'ai trouvé ça incroyable. Déjà, je l'ai vu la semaine passée, malade. Mais on essaie de sauver les méchants à la fin, plutôt que quand j'étais petit, quand j'ai écouté ces films-là, à base avec les mêmes personnages, on essayait de les battre, tout simplement. Puis on essayait de les sauver, mais le film se terminait pas comme ça. Je comprends que le personnage voulait les sauver, mais la personne qui écrit le film, à la fin, faisait juste... Le super-héros a gagné, l'autre a perdu, badang. Puis le méchant, on réglait pas du tout sa situation, puis on le prenait vraiment juste comme un antagoniste. Puis de nos jours, on voit des films comme Venom, où est-ce que c'est un anti-héros, un film sur le Joker qui est un méchant, mais qu'on essaie d'humaniser. Puis moi, en théâtre à l'époque, on s'attardait beaucoup à l'œuvre de Hamlet et Macbeth, où est-ce que c'est des monstres, tout simplement, mais ce qui les rend monstrueux, c'est le fait qu'ils sont humains, parce qu'on se dit, waouh, il y en a, on essaie de comprendre le raisonnement, puis on se dit c'est atroce, puis en même temps, c'est profondément humain, puis c'est ça qui fait peur un peu de ces œuvres-là. Mais j'ai l'impression que dans les œuvres de fiction qui sont de plus en plus mises de l'avant dans nos sociétés, il y a cette partie de nuance. Même dans les œuvres de Star Wars, par exemple, j'ai l'impression, peut-être pas dans ce qui est canon, mais dans l'univers un peu étendu, on met davantage de l'avant le personnage du Jedi gris. Mm-hmm. Celui qui n'est pas un Sith, qui n'est pas un Jedi, qui est entre les deux, qui comprend que les Jedi, ils n'ont pas tout le temps raison, la perfection, ça n'existe pas, mais qu'ils se disent on ne va pas se laisser non plus aller complètement vers les... Puis, je voulais savoir, est-ce que vous reconnaissez un peu cette tendance-là dans les œuvres? Puis, qu'est-ce que ça dit de nos sociétés qu'on essaie de trouver davantage de nuances, un peu plus, justement, de reconnaître l'imperfection, puis de chercher juste peut-être davantage, puis même dans nos sociétés, de l'authenticité, puis d'assumer nos erreurs puis d'assumer notre imperfection. En fait, deux choses à cet égard-là. C'est-à-dire que, est-ce que nos œuvres sont actuellement plus nuancées qu'elles étaient? Ouais. Je pense que ça dépend de nos critères d'évaluation de qu'est-ce que la nuance. Parce que pour moi, les premières, par exemple, les premiers comic books, là, en temps de Première Guerre mondiale, ça nous apparaît aujourd'hui comme étant moins nuancé, mais en fonction des constats et de l'évaluation du bien commun à ce moment-là, on avait beaucoup de nuances. Par exemple, vous citez Spider-Man où ça finit, puis le méchant a perdu, puis le bon... Mais souvenons-nous que Spider-Man, c'est un petit garçon et il veut jamais tuer personne. Puis quand il le fait, c'est parce qu'il n'a plus le choix. Donc, à ce moment-là, quand on est dans cette société-là, c'est d'une grande nuance, ça, où on dit le méchant ne mérite pas de mourir. Ouais. Nos sociétés ont évolué. Le savoir a évolué. Vous citez à tout à fait raison le personnage du Joker. Dans le film déprimant s'il en est un d'ailleurs, parce qu'on voit que dans cette proposition-là, ce qu'on apprend, c'est que le Joker, en fait, c'est le résultat d'une incapacité de la société à soigner ses malades, littéralement. Il va tomber dans les mailles du filet, puis il va devenir... bon, c'est ça. Bien, c'est notre connaissance... en termes de connaissances dures, là, scientifiques, en psychologie cognitive, en santé, en médecine, qui va nous amener à être en mesure de faire ces nuances-là, puis de dire, dans notre société, parce qu'on a essayé plein d'affaires face aux criminels, nos vrais criminels, là, on a essayé plein de méthodes, puis il y en a qui n'ont pas marché, visiblement, fait qu'on en a trouvé d'autres, qu'aujourd'hui, on arrive avec cette proposition de nuances. De représenter plutôt comme une victime, comme un dominé qui devient un peu dominant puis qui applique mal un peu. Et ça va avec nos valeurs actuelles. Ouais. C'est-à-dire que cette idée de faire de l'individu une personne qui n'est pas responsable en totalité de ses actes, ça, c'est une question davantage axiologique. Ça, ce sont davantage nos valeurs actuelles dans nos sociétés. Puis là, on est très société occidentale, voire nord-américaine, là, avec ces valeurs-là. Là. C'est pas répandu à l'échelle de l'humanité. En Russie, là, ça doit être d'autres films. Mais c'est ça. C'est en concordance avec nos valeurs. Les représentations du pouvoir politique vont évoluer dans les sociétés, leur représentation dans les œuvres vont évoluer aussi, tout à fait. Mais donc, c'est vraiment nos sociétés qui évoluent et qui amènent ça dans les œuvres. Probablement un peu d'inverse aussi. Les artistes influencent nos sociétés, il n'y a pas de doute. Mais quand on pense à des univers comme Marvel qui sont très, très grand public,
pour moi, ça n'a rien de négatif. Là. C'est grand public. Ouais. Mais quand c'est rendu, par exemple, la représentation des minorités, quand c'est rendu dans des films comme Marvel, c'est parce que c'est globalement accepté. Tout à fait. Je voulais entendre une réponse. C'était super intéressant. Mais par exemple, dans la première trilogie de Star Wars, Ouais. le pouvoir, il est très, très blanc-noir. Oui, c'est ça, justement. Déjà dans la deuxième, Il y a des enjeux politiques plus nuancés avec des séparatistes qui ne voulaient peut-être pas nécessairement à ce point-là puis l'empereur, on mais qui se sont fait comprend manipuler. l'empereur Puis... utilise quoi. Puis on se rend compte que la République, là, ça fonctionne pas si bien que ça. Ben, surtout quand on regarde Clone Wars, là, en passant, je dis à tout le monde d'écouter ça, là, les petits bonhommes. Là. On dit, c'est riche, ça va pas bien. Là. D'un Ouais. point de vue politique, la République là, qu'on cherche à ramener dans les 4, 5, idéaux 6, là, incroyables. c'était pas si beau que ça. Là, Ouais. t'sais. Donc, c'est ça. Plus nos sociétés évoluent, plus elles acquièrent expérience et connaissances, plus elles sont capables aussi d'approfondir leur lecture et leurs solutions proposées. Fait qu'est-ce que vous êtes optimiste? Là, je ne veux pas finir là-dessus. Là. C'était pas une fin, mais est-ce que vous êtes optimiste sur notre... Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, il y a donc bien des divisions, il y a donc bien... » On dirait que ça a l'air donc bien grave, alors que, surtout, mettons, aux États-Unis, tout le monde n'arrête pas de dire à quel point le peuple américain est divisé, alors que, je sais pas, moi, je check un peu historiquement, ils se sont déjà fait une guerre civile. Il me semble que les années 60, c'était quand même bien plus rough. Ils ont quand même eu un président assassiné, un autre corrompu bien raide. Il y a eu... Martin Luther King a assassiné à cette époque-là, le mouvement des droits civiques. Il me semble que ça brassait dans cette époque-là aussi. Puis, justement, ces systèmes-là démocratiques occidentaux qu'on a sont faits pour se remettre en question, pour brasser la cage, puis des fois être au bord de se déchirer, mais c'est comme ça qu'ils redeviennent plus forts après. Est-ce que vous avez l'impression que, justement, les données on sont s'en va très vers claires. ça? Les données sont très, très claires dans tous les critères, tous les facteurs qu'on associe à un progrès humain. Voilà, après ça, il faut croire au concept de progrès. Okay? Là, j'embarque pas dans cette discussion-là, mais Non, mais... tous les facteurs et les critères qu'on associe au progrès humain sont en croissance positive. Yeah. Tous. Maintenant, il faut faire attention. Ça ne veut pas dire que cette ligne de progression-là, elle est constante. Bien sûr que non. Est-ce qu'aux États-Unis, par exemple, on a déjà été plus divisés? Oui. Est-ce qu'on a déjà été plus unis? Oui. Oui. T'sais, donc, c'est-à-dire que l'histoire de l'humanité, il faut malheureusement pas la regarder sur les dernières années. Et le fait de dire que la pente, elle est positive, ça ne veut pas dire qu'on n'a plus rien à faire. Non, c'est ça. Mais cette pente positive-là, le fait que, par exemple, en termes de droits des minorités, en Occident, on a fait des progrès, ça ne veut pas dire qu'on va accepter donc certaines discriminations. Ça veut dire qu'on va toujours pousser plus loin la diminution de la discrimination. Et donc, il va nous apparaître toujours des tensions et des divisions, bien sûr. Mais l'idée, c'est de chercher à les réduire. Même principe pour la pauvreté, même principe pour l'environnement, même principe pour la santé, l'espérance de vie. Tous ces critères-là, ces facteurs-là sont en nette progression. Il faut juste s'assurer de maintenir la ligne de ce sens-là. Ça revient un peu à ce que vous disiez tout à l'heure. Même, par exemple, le progrès amène de nouveaux mécanismes. Je pense notamment à la charte. Ben oui, Mais même bien si sûr. la charte, elle est là, ça n'empêche pas, comme vous l'avez dit tantôt, des bavures policières où c'est un petit peu des mécanismes pour essayer de réduire ces inégalités ou des choses qui ne devraient pas arriver. Mais des fois, il y a des bavures qui arrivent quand même. Et la science est là, justement, pour nous faire progresser tranquillement en nous disant qu'est-ce qu'on sait, qu'est-ce qu'on ne sait pas et donc qu'est-ce qui nous manque pour continuer à progresser dans cette voie-là. Et la science sert à soi. Et là, quand je parle de science dure, bien sûr, mais je parle de sciences humaines et sociales, bien sûr. Je citerais peut-être une autrice. Moi, dans mon domaine, on utilisait le mot autrice. Est-ce que Oui, ça me convient parfaitement, moi aussi. Moi aussi. Mais je vais citer une autrice que vous connaîtrez peut-être parce que c'est vous. Je l'ai rencontrée 1 ou 2 fois. Écoute, des fois, c'est bon de se jaser. Mais je vais vous citer un petit truc par rapport au féminisme qu'il y avait dans votre œuvre, là, justement, sur les enseignements de Dune. Ça va comme suit. Mais ce qui nous interpelle tout particulièrement dans cette œuvre, c'est que le pouvoir dans Dune semble évoluer pour devenir non-genré. Les femmes ne semblent pas gagner leur pouvoir à l'encontre des hommes, elles l'acquièrent tout simplement. Les femmes dans Dune ne sont pas contre les hommes, elles militent et se battent contre le destin de l'humanité qui ne leur convient pas. Elles souhaitent une autre voie et exercent leur pouvoir dans ce sens. Le pouvoir y est incarné dans toute sa complexité. La gouverne des sociétés, qu'elle soit assurée par un homme vert ou une femme, est présentée comme difficile et remplie de dilemmes, tous plus exigeants les uns que les autres, chacun à leur façon. Les personnages de pouvoir, notamment féminins,
parle de l'importance de porter une vision plus grande que soi. Les femmes de pouvoir de Dieu incarnent à merveille cette grandeur. Et puis, un petit peu plus loin, vous disiez, pour certaines féministes actuelles, un univers où le pouvoir n'aurait pas de sexe serait assurément l'idéal à atteindre. Une des collègues avec laquelle nous discutions du contenu du présent chapitre nous disait d'ailleurs que ce récit ne semblait pas, pour elle, véritablement parler de femmes. Il parlait seulement de pouvoir. N'est-ce pas l'idéal féministe ultime? L'égalité qui fait disparaître la question du genre. Dune offrirait ainsi un espace pour croire en un univers où l'on pourrait s'intéresser au modèle de gouverne bien avant de se préoccuper du genre de celui ou de celle qui le porte et pour accepter une diversité des modèles comme des personnes qui les portent. C'est là un enseignement riche de réflexion et d'espoir. Est-ce que, déjà, très bien écrit. Merci beaucoup, vous êtes bien gentil. Et puis, parce que de manière que c'est écrit aussi, vous avez l'air de dire ça pourrait, c'est un peu au conditionnel, mais est-ce que selon vous, c'est ça un peu l'idéal féministe ultime, là, ou juste de la vision de la discrimination au fond dans nos sociétés, là, parce que le féminisme, c'est homme-femme, mais on parlait de toutes les discriminations en général, peu importe que ce soit sur le genre, que ce soit sur l'identité sexuelle ou de genre aussi, ou peu importe, là, est-ce que c'est un peu vers ça au final? Est-ce que c'est plutôt de reconnaître à quelque part je sais pas, entre reconnaître la différence et justement ne même plus la reconnaître tellement que... C'est-à-dire que l'idéal, effectivement, qui est porté par cette œuvre-là du point de vue de l'exercice du pouvoir, ce que je mets de l'avant, c'est qu'à un moment donné, la pertinence de se questionner sur est-ce que c'est un homme ou une femme, ça perd toute forme de pertinence. À la fin, on se retrouve, je le disais tout à l'heure, avec deux grandes institutions uniquement composées de femmes. Et en fait, ce qu'on nous représente, c'est les deux côtés qui sont présents chez les êtres humains, la raison et les émotions. Donc, on va au-delà des femmes ici, parce que le stéréotype veut que les femmes sont plus émotives et les hommes plus rationnels. Mais là, non. Là, rendu là, l'aspect rationnel est porté par des femmes en nombre. Donc, on est vraiment au cœur de l'être humain. Et moi, je pense qu'effectivement... Et là, c'est peut-être mes principes à moi puis mes idéaux personnels qui transgressent, mais c'est vrai que moi, la journée où on se demandera plus combien d'hommes puis combien de femmes il y a au conseil municipal à Sherbrooke, où cette question-là ne sera même plus abordée, où le fait que... Ça n'a même plus de sens. Parce que ça ne nous dira plus rien, ce ne sera plus une préoccupation. Bien, je pense que comme société, c'est parce qu'on aura progressé quelque chose de grandiose, là. Et est-ce qu'on peut... croire qu'on pourrait aller là, mais je pense que oui. Et je teste la chose avec... j'ai probablement choisi le contre-exemple le plus fort. La prochaine étude, je le mentionnais tout à l'heure, j'ai choisi de travailler sur les représentations du pouvoir chez Wonder Woman et son évolution selon les époques. Et j'essaie de voir est-ce que un personnage aussi féminisé que Wonder Woman peut permettre une réflexion non genrée du pouvoir. Actuellement, je pose la question, puis je ne suis pas capable de répondre. Donc là, je suis au tout début, je suis en recension des écrits. Je suis dans ma revue de la littérature, puis là, j'ai des auteurs qui me disent que ce n'est que féminin, Wonder Woman, alors que d'autres me disent c'est humain. Donc, je ne le sais pas. Mais là, je pousse cette logique-là et cette réflexion-là en choisissant la plus féminisée mais votre des question super-héros. de recherche, c'est de savoir si ça pourrait être essentiel, disons, Est-ce que seulement humain? En fait, ma question de recherche... Un n'oblige pas l'autre ou c'est-à-dire que, là, pour l'instant, ce que j'essaie de voir, c'est l'évolution des représentations du pouvoir chez Wonder Woman, puisque Wonder Woman, le premier comic book va sortir en 1941, donc ça date, là, quand même. Là. Elle est dans les 3 premiers super-héros à être créés. C'est quand même pas banal. Mais à travers les époques, la représentation, elle ne sera pas toujours puissante de la même façon. Donc, son pouvoir va... Est-ce que, quand on étudie l'évolution de ce pouvoir-là, on étudie que le pouvoir féminin ou est-ce qu'on étudie le pouvoir? Donc, est-ce que Wonder Woman, comme personnage à ce point féminin, surtout dans les dernières années, là, où là, ses attributs féminins ne peuvent pas être plus mis en valeur que ça, là. Est-ce qu'un personnage aussi féminisé, voire sexualisé, peut être porteuse de représentation du pouvoir non genré? Je ne le sais pas. Je pose la question. On en rejasera rendu c'est là. ma foi tellement intéressante comme question. Tellement, hein? Il me semble. Merci. Je le savais qu'il y avait quelque chose là. Écoutez, Faut me rassurer.
Mais peut-être juste parce que ben on va commencer à manquer de temps. Fait que peut-être pour un dernier petit sujet, je sais que tu voulais aborder la question de la multidisciplinarité, justement, parce que vous en aviez parlé à la fin de votre œuvre. C'était dans les derniers renseignements que vous aviez eus en faisant le travail, en faisant la recherche plutôt que dans l'œuvre. Fait que juste peut-être l'amener. De l'analyse de Dune est un témoignage que la multidisciplinarité est essentielle à l'analyse de n'importe quoi, au fond. Tout à fait. C'est-à-dire que si on cherche à comprendre nos sociétés humaines, là, quel que soit l'angle, qu'on le prenne à partir de la médecine, qu'on le prenne à partir du droit ou qu'on le prenne à partir de la politique, là, si on essaie de comprendre un objet aussi complexe que les sociétés humaines et les individus qui l'habitent, la vraie richesse, la vraie compréhension, elle est interdisciplinaire, elle est multidisciplinaire. Puis on a eu longtemps l'argument de dire « Ouais, mais ça ne marche pas parce qu'on n'est pas capable de s'entendre. » C'est faux. Est-ce que c'est simple? Non. Est-ce que c'est facile? Non. Est-ce que des fois, je m'assois avec des collègues en sciences et en génie puis je comprends à rien de ce qu'ils me racontent? Fréquemment. Donc, c'est pas simple. Mais est-ce que ça fonctionne? Ben oui, ça peut fonctionner. Mais surtout, pour moi, la vraie question, c'est est-ce que ça nous apporte du savoir plus solide et qui nous permette une meilleure compréhension de notre monde? Clairement. Et donc, je reviens toujours à mon idéal scientifique. Là. J'imagine que vous l'entendez, mais c'est ça. L'idée, c'est que je pense que comme scientifique, comme chercheuse, comme universitaire, on a ce devoir-là d'essayer d'expliquer toujours mieux notre monde, qu'il soit physique ou qu'il soit humain. Et la multidisciplinarité, voire l'interdisciplinarité, est probablement un des meilleurs outils qu'on a. Et de plus en plus, nos institutions universitaires, puis nos institutions subventionnaires, puis mettre ça de l'avant, bien sûr, parce que je ne suis pas la seule à prétendre que c'est riche. Mais ce que je souhaite faire, c'est démontrer que ça marche. On est capable de se parler, même si on n'a pas les mêmes cadres théoriques, même si on n'a pas les mêmes angles d'approche, et que ce qu'on va produire au final, c'est drôlement plus riche que si on avait travaillé tout seul de notre côté. Ben, certainement. Parce que, tu sais, des fois, même au sein de l'université, là, je parle en tant qu'étudiant, on a un genre de snobisme envers les autres facultés. Non, pas vous! Dites-moi pas Moi, ça! Voyons, les étudiants font pas ça! Alors qu'on devrait... Ben, tout à l'heure, on était déjà en mode l'université de Sherbrooke est bien meilleure que les autres, en tout cas. Alors qu'on a tellement à avoir de gains en utilisant la multidisciplinarité que je trouve qu'on devrait aller outre ce snobisme-là. Mais tout à fait. Puis c'est-à-dire qu'à un moment donné, l'important, c'est de pousser l'expertise. Ça, il n'y a pas de doute. C'est-à-dire que moi, je travaille avec des collègues à l'Institut quantique qui sont extraordinaires, là. Je veux dire, c'est des experts, mais d'un niveau, là. Je veux dire, c'est grandiose, là. Je leur fais pleinement confiance. Tout ce qui touche à la quantique, d'accord? Ça, il n'y a pas de doute. Maintenant, je n'ai pas besoin d'être experte du quantique. Je n'ai pas besoin, moi, d'être interdisciplinaire. Eux autres, c'est les experts. Moi, dans ce cas-ci, je travaille sur les impacts sociaux du développement technologique. Mais on peut travailler ensemble parce que, justement, on a développé chacun notre expertise. Et je pense qu'elle est là, la richesse. C'est pas nécessairement qu'individuellement, on devienne multidisciplinaire. Il y a certains qui le font, puis ils le font très bien, mais on n'est pas obligé. Il faut qu'on devienne des experts. Mais après ça, quand on travaille en équipe, quand on collabore avec d'autres experts, là, la richesse devient... Et qu'on est capable de se parler puis de se comprendre. D'où l'idéal, d'où l'intérêt de la vie en société. L'être humain est social intrinsèquement parce que, c'est sûr, il y a des animaux qui sont incapables de vivre seuls, mais nous, tout seul dans le bois... C'est une grosse soirée. Là. Ça va être longtemps. Oui, c'est ça. Ouais. Et je trouve que cette multidisciplinarité-là, elle est surtout importante au niveau du pouvoir politique. Bien sûr. Parce que quand j'ai commencé à étudier à l'université en sciences politiques, tu sais, je me disais, quand on est malade, là, on va voir un médecin. Quand on a un problème avec notre char, on va voir un mécanicien. Pourquoi est-ce que nos élus ne seraient tous pas politologues? Mais ça ne fonctionnerait pas. Parce qu'en politique... Non. En politique, là, c'est l'affaire. Je parle de moi, j'ai dirigé l'école de politique appliquée. On veut pas que l'école de politique appliquée, mettons, soit le gouvernement. Non, on veut pas ça. Non. Parce que, surtout quand il est question de gouvernance, on touche à beaucoup d'aspects de la vie. Bien sûr. Et ça fait tellement de sens que, tu sais, par exemple, notre ministre de la Santé, avant, c'était un médecin. Ou juste,
que chacun apporte à la société. Mais vous comprenez que à ce moment-là, le fonctionnement de nos États occidentaux a trouvé le bel équilibre à cet égard-là. C'est-à-dire que ce qu'ils disent, c'est que l'appareil administratif, la bureaucratie, les fonctionnaires, ce seront des experts. Reprenons votre exemple. Le ministère de la Santé et des Services sociaux est rempli d'experts de la santé. À la tête de ce ministère-là, il y a un ministre qui, lui, n'a pas besoin d'être un expert. Comptable. Parce que lui, il s'appuie sur son expertise à l'intérieur de son ministère. Lui, il sert à quoi? Lui, il sert à représenter la volonté de la population qui a élu son équipe. Donc, il a élu, son équipe. Donc, c'est cet équilibre-là entre expertise et pouvoir populaire, on l'incarne de cette façon-là, par une expertise administrative et un représentant politique d'une volonté populaire. Parce que les experts, ils ne sont pas les seuls à détenir la vérité, là. Ils détiennent une vérité. Mais la population, avec ses intérêts et sa vision du bien commun, en possède une autre. Et c'est d'essayer de trouver un équilibre dynamique, toujours à revoir, constamment à revoir. Mais c'est ça qui est la richesse et qui permet de faire évoluer nos sociétés. Et voilà. Écoute, moi, je voudrais pas qu'on... ça finit sur une très bonne note. Je pense qu'on peut peut-être se permettre de finir là-dessus. Je vais peut-être juste finir avec une citation encore d'une autrice, ma foi, incroyable. Madame Isabelle Lacroix, je crois. Donc, qui va comme suit. Attends. Ah non, c'est pas celle-là. Ah non, elle est où? Oh non! Ah non! Je l'ai perdue. Je suis pas capable de m'auto-citer, fait que je peux pas vous Ah oui, c'est... Si vous refermez cet ouvrage sans avoir lu les romans composant l'univers de Dune, j'espère que nous vous aurons donné le goût de lire cette œuvre magistrale. Si vous les aviez déjà lus, j'espère que nous vous aurons donné le goût de les lire à nouveau. Mais surtout, nous espérons que nous vous aurons donné le goût de réfléchir à notre monde à partir des mondes créés par des artistes de génie comme les Frank Herbert. Fait que, voilà. Bonne lecture. Ce sera ça ma conclusion. Voilà. Bon, ben, merci beaucoup. Merci.